Voilà, alors de mes fonctions en tant que bénévole là, pour l'Ordre des experts comptables, en tant que délégué régional du club social. Et donc vous allez voir que les diapos, même si je les remets un peu à ma sauce pour certaines, il y en a certaines qui viennent directement des supports du club social national où j'ai maintenu mes fonctions. Voilà, alors j'ai choisi ces thèmes-là, et c'est ça aussi qui m'a amusé de mettre dans le rétroviseur, puisqu'on se voit une fois l'an, et c'est aussi ça qui me plaisait bien d'animer là pour l'IUT. Et je me suis souvenu qu'effectivement, l'an dernier, à la même époque, on avait eu les arrêts de la Cour de cassation en matière de congés payés, mais on n'avait pas eu encore la loi, hein, on avait des pourparlers de la loi, et puis après, comme toujours, c'est quand même un grand en cabinet d'expertise comptable. Depuis, moi, j'ai quand même beaucoup de cas pratiques. Donc là, vous allez voir, il y a assez peu de diapos. Je disais à M. Chanel, je pense que je vais plutôt prendre les questions au fur et à mesure des thématiques, parce que vous voyez, tout à la fin, de reparler des CP, hein, je pense que ça va être un peu difficile. Et par contre, vous vous souviendrez, comme il y a l'histoire de YouTube, et puis c'est vrai qu'après, c'est la retransmission, donc vous avez peut-être aussi des collègues qui n'ont pas pu venir et qui voudront voir la retransmission sur YouTube. Vous ne serez pas surpris, je reprendrai votre question au micro, hein, pour que ça soit intelligible quand on réécoute le replay. Donc ça déjà, je voudrais y consacrer pas mal de temps parce que, bon, pour moi, les idées sont claires, mais c'est pareil, j'aime bien aussi vos cas pratiques. Hein, on verra bien si j'ai déjà été cuisiné par certains de nos clients sur les cas pratiques que vous nous soumettrez, où ça sera justement affaire de discussion. Alors après, l'autre sujet qui était aussi en démarrage l'année dernière, hein, mais maintenant c'est effectif, c'est le partage de la valeur dans les entreprises de plus de 11 salariés. Je n'ai pas mis parce que le titre est déjà long, et moins de 50 salariés. Et ça, c'est nouveau à partir de janvier 2025, donc c'est-à-dire que tous les exercices ouverts à partir de janvier 2025, ces entreprises-là vont devoir faire quelque chose. Hein, donc je trouvais que c'était intéressant de vous le remettre dans le diaporama. Donc ça, on va dire, c'était des thèmes que j'avais quand M. Chanel m'a dit, bon, ben, si on peut faire un peu le sommaire, hein, de ce qu'on va voir. Et là, entre le moment où M. Chanel m'a dit, qu'est-ce qu'on met au sommaire et la réalité, là, ils n'ont pas arrêté. Hein, donc on a eu les avantages en nature véhicules, hein, là où ils sont quand même devenus complètement fous. Donc jeudi dernier, on est content, on a eu la précision du boss. Donc là, il faut bien déjà retenir, ça va concerner les avantages, les véhicules mis à disposition à compter du 1er février. Hein, parce que moi, chez moi, les mots ont toujours de l'importance. Par exemple, vous allez lire rétroactivement au 1er février. Hein, pour moi, c'est pas bon. Enfin, rétroactivement, oui, parce qu'ils ont sorti le texte fin février, applicable au 1er février. Donc ça, c'est quand même, je pense qu'on est le seul pays au monde à pouvoir faire des trucs pareils. Mais c'est quand même les véhicules mis à disposition à compter du 1er février. Donc ça ne change pas toutes les voitures, hein, qu'on avait chez tous nos clients. Mais ça change sur les nouvelles voitures. Et moi, j'étais très fière. J'avais fait un beau petit tableau bien compliqué en février pour une voiture mise à disposition en février. Donc, tout de suite, il était faux fin février. Hein, c'est ça qui est toujours sympa. Voilà. Après, l'autre nouveauté là, qui va quand même faire mal, c'est les IJ de Sécu maladie qui vont baisser à partir d'avril. Hein, donc là, pareil, je pense que c'est important que vous les ayez en tête. Après, j'ai fait un peu nouveauté issue de loi de finances, loi de financement de la sécurité sociale. Pas beaucoup de bonnes nouvelles à se mettre sous la dent. Hein, plutôt des mauvaises nouvelles. C'est pour ça qu'on prévoit après le pot de l'amitié, histoire de se réconforter un peu en disant « mais on fait quand même un très beau métier, il faut quand même le dire, au moins nous on ne s'ennuie pas ». Et puis alors les autres fois, vous savez, je commençais toujours par les chiffres clés. Et alors là, moi je serais complètement transparente, vous allez voir que comme là, on est quand même bien cool, je crois qu'on est le 18 mars, hein, et il y a encore des points qui ne sont pas fixés. Hein, donc en fait, c'est pour ça que je ne vous ai pas fait les chiffres clés. Hein, je vous en reparlerai sur les nouveautés de la loi de finances, loi de financement de la sécurité sociale. On attend encore des précisions. Et donc ça, c'est toujours ce que je dis à nos gestionnaires de paye qui trouvent leur métier difficile. Il y a pire que gestionnaire de paye, il y a éditeur de logiciels de paye. Hein, parce qu'on est le 18 mars et les gens, ils n'ont pas les détails, vous voyez, pour paramétrer. Parce que vous savez bien dire, oh, ils sont nuls, gna, 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 mais eux, là, le 18 mars, ce ne sont pas les petits trucs, les petits détails. Vous voyez, ce que le gouvernement doit penser que c'est un petit arbitrage, mais ça fait paramétrer les logiciels. Et point divers, ça c'est un arrêt de Cour de cassation qui vient de tomber, où pareil, hein, la rédaction parfois c'est trop rapide, hein, ou alors vous, la lecture, elle est trop rapide, et donc j'ai voulu vous le mettre pour bien recadrer les choses sur un arrêt de Cour de cassation qui dit merveilleux, les transactions, maintenant si c'est dommages et intérêts, plus du tout de cotisation, même quand on dépasse les deux plafonds, vous allez voir qu'il y a une petite subtilité d'importance.
Et ben voilà, donc pour notre sommaire. Donc ça va, le programme vous plaît? Vous savez que vous n'allez pas vous ennuyer pendant 2 heures. Merci le gouvernement. Hein, voilà. Alors, nouvelle législation sur les CP maladie. Donc le texte était sorti, je crois que c'était le 22 avril, JO 23, donc application 24 avril. Alors là, les diapos, il n'y en a pas beaucoup, mais vous allez voir, elles sont denses. Mais ça, c'est les diapos donnés par l'ordre. Alors l'avantage, je crois que sur ce thème-là, il va y avoir 5 diapos, mais sur les diapos, tout est dit, quoi. Hein, mais c'est sûr que elles sont pas forcément faciles à lire. Je vais plutôt caresser ici avec ma souris l'écran, comme ça vous verrez ce que je dis. Donc là, c'est plutôt le rappel des règles normales sur cette diapo-là, et puis ici, vous avez vu la nouveauté. Hein, donc le principe, c'est qu'on acquiert des congés payés quand on travaille. C'est quand même pas mal de le rappeler à certains salariés, que le principe, c'est que normalement, tu as le droit à des congés si tu travailles. Donc ça, c'est le premier principe. C'est que si tu as du travail effectif ou des temps assimilés à du travail effectif, donc là, par exemple, on parle du congé maternité, on parle de la maladie professionnelle ou des AT, on acquiert nos jours de congé et la loi vous parlera toujours en jours ouvrables. Alors ça, c'est pareil, c'est le premier bisbille qu'on a avec les salariés, c'est que tous les textes légaux que vous allez voir, ils sont en jours ouvrables, et nous, dans beaucoup d'entreprises, quand vous ne travaillez pas le samedi et le dimanche, on raisonne en jours ouvrés. Donc ça va être important de le voir, parce que là, donc 2 jours et demi ouvrables par mois, ça nous fait 30, mais vous êtes en jours ouvrés, donc vous êtes à 25. Donc ça, c'est tout bête, mais si vous faites un radiotrottoir, il n'y a que nous qui savons faire la différence entre ouvré, ouvrable, et le dernier, c'est calendaire. Allez faire un sondage, vous savez qu'à l'IUT, complètement d'autres métiers. Si on avait dit à M. Kern, qu'est-ce que c'est un jour ouvré, je ne sais pas s'il sait dire du tac au tac le jour ouvré. En tout cas, partez pas du postulat que les salariés ou les gens qui ne sont pas du tout dans la paye connaissent. C'est vraiment le point de départ. Et donc, c'est la notion de dire on compte une semaine de congé. Moi, je reviens toujours aux fondamentaux. On a le droit à 5 semaines de congé en France. Soit tu comptes sur 6 jours, la règle du lundi au samedi légal, ça te fait 30 jours, soit tu comptes du lundi au vendredi, 6 jours, pardon, ça te fait 5 jours, et donc 25 jours. Et calendaire, c'est qu'on compte tous les jours. Alors là, la diapo, vous voyez, elle est bien parce qu'elle vous rappelle un article du Code du travail qu'on pratique depuis qu'on a commencé, et qu'on disait, nous, dans notre jargon, moi j'ai commencé à travailler en 98, qu'on a commencé ici en 2018, c'est le premier. C'est ça qu'on disait. Et donc la loi, c'est de dire qu'à chaque fois que tu arrives sur une période d'acquisition de congé à trouver l'équivalent de 12 fois 4 semaines, tu acquiers la totalité de tes jours. En fait, il faut pouvoir compter des 4 semaines. C'est par l'autre 4 semaines. Et puis alors l'autre postulat, j'aime bien toujours puisque de toute façon on a toujours la nouvelle génération qui est avec nous, et puis les anciens peuvent oublier, vous voyez, je le dis pour la nouvelle génération, mais ça peut être aussi pour les anciens, c'est que l'autre postulat qui est bien connu, mais pas toujours bien expliqué, c'est la notion de 4-3-3-3-3-3-3. Donc ça, moi j'ai déjà eu une explication très professionnelle, je vous rassure, pas par quelqu'un qui avait suivi la licence ProPay, mais une de mes collaboratrices dit donc à un client, est-ce qu'il y a un peu plus que 4 semaines par mois, mais un peu moins que 5. Là, en l'occurrence, c'était un chef de station, service. Ça, le gars, ça passe. Tu lui dis un peu plus, un peu moins. Tu dis la même chose. Client ingénieur, lui, il sait que ce qu'il va bâtir, ça va s'écrouler. Ça ne marche pas. Vraie explication, c'est 52 semaines. Et ça, pareil. Ne pensez pas que les gens savent qu'il y a 52 semaines par an. Vous voyez, vous avez une découverte pour certains. C'est pareil, tu dis combien il y a de semaines dans l'année. Bon, 12 mois, ça c'est acquis. Ça c'est acquis, 12 mois, les gens le savent. Je vois des sourires, demandez à vos enfants de vous réciter les mois de l'année. Dans l'ordre, il y a déjà de l'hésitation. Donc 52 divisé par 12, 4, 3, 3, 3, 3. Et alors là, ce qui est rigolo, c'est que si vous faites 0,333 fois 12, vous arriverez justement à 4. Et c'est ce qui explique que s'il te manque à chaque fois un petit chouïa, tu as toujours t'as le droit à tes congés normalement. Alors là, vous savez bien qu'on a notre logiciel préféré, qui est d'ailleurs présenté là dans le cadre de la licence ProPay, c'est Silae. Et quand je vous dis, il faut arrêter de les critiquer, c'est que Silae, depuis la nouvelle législation, ils ont essayé d'intégrer cette règle dans un calcul. Moi, ça ne me plaît pas du tout, comme ils ont fait, parce qu'en fait, ils lissent ces supposées acquisitions de congés
honnêtement, alors moi je ne les critique pas parce que je n'aurais pas voulu paramétrer le truc, mais pour moi, ce n'est pas satisfaisant, quoi. Hein, donc à la fin de la période, ils doivent retomber sur leurs pieds, mais je trouvais que le truc de dire « oh ben il a été malade, là ce coup-ci 5 jours, donc je lui donne un bout de jour », hein, pour moi ça ne me paraît pas cohérent. Donc c'est pour ça que je vous dis, la règle c'est plutôt en fin de période, hein, tu recomptes le nombre de jours. Donc ça c'est resté, hein, quand on a eu la nouvelle législation, ils ne nous ont pas supprimé ce truc-là. Et donc, ça vous permet aussi tout de suite de dire aux salariés qui viennent vous voir en disant « oh, j'ai pas eu mes congés parce que j'étais malade », de quelle durée d'absence on parle. Parce que tous les gens qui ont été malades 3-4 jours par-ci par-là, en tout cas moins de 4 semaines sur une année, hein, ils avaient déjà leur congé normalement. Hein, donc, les gens qui s'énervent en disant « j'ai été malade en 2021 hein, », s'ils n'ont pas été beaucoup malades en 2021, ils avaient eu leur droit complet. Alors ici, ils vous ont listé les temps assimilés à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés. Hein, donc les congés payés, les jours de repos, bon, période de service national, on n'a pas beaucoup, voilà. Et après, bon, ils disent, hein, il y a d'autres aussi, là, vous voyez qu'on ne prend pas de risque quand on écrit au niveau de l'ordre, il y a d'autres cas où on a les congés qui tournent normalement. Et donc, dans la règle qu'on avait antérieurement, hein, c'est qu'on faisait tourner, nous, les congés pendant 1 an en cas d'accident de travail et maladie professionnelle. Eux, ils étaient déjà mieux notés. Et donc là, vous avez vu en rouge, ils vous ont mis tout ce qui était nouveau. Maintenant, on acquiert des congés en AT et en maladie professionnelle sans limitation de durée. Et quand je dis maintenant, c'est à partir du moment où la loi est sortie. Hein, parce qu'après, vous verrez, vous aurez une diapo hein, sur la rétroactivité. Donc là, c'est tous les arrêts AT-MP à partir du 24 avril. Eux, maintenant, ils acquièrent leur congé normalement. Et ça, je pense que la plupart des logiciels l'ont intégré, ce n'était pas compliqué à faire. Et par contre, donc là, c'est ça qui nous tord un peu la tête, c'est que pour donc, les arrêts de travail d'origine non professionnelle, ils ont décidé de ne donner en fait que 4 semaines sur les 5 semaines. Hein, et c'est aussi, l'an dernier, je vous avais parlé hein, de l'origine des arrêts de la Cour de cassation, c'est parce que pour le droit européen, c'était de dire on avait le droit à 4 semaines de congé. Hein, donc c'est aussi pour ça qu'on a limité. Hein, en France, vous savez bien que on a 5 semaines de congé, mais ça ne doit pas être le cas dans la plupart des pays européens. Et donc, c'est limité à 4 semaines. Et alors, 4 semaines, hein, ça fait 80%. Hein, ça, c'est pareil, 4 sur 5, 80%. Ça paraît évident pour beaucoup de gens dans la salle, mais pas tellement à l'extérieur. Et donc, au lieu d'avoir 30 jours ouvrables, ça fait 24 jours ouvrables. Mais en ouvré, au lieu de 25 jours ouvrés, ça fera 20 jours ouvrés. Hein, et ça, donc, de bien garder ces chiffres-là en tête. Voilà, donc ça, pour la première diapo de ce qui a changé. Alors ensuite, ils nous ont créé cette histoire de report limité dans le temps, hein, pour dire, bah, d'accord, maintenant vous allez être malade, hein, mais c'est un droit à repos. Ce n'est pas un droit à indemnisation, c'est un droit à repos. Donc on est d'accord pour vous redonner des congés, mais vous n'allez pas pouvoir les prendre jusqu'à vitam aeternam. Et là, en fait, bon, ils ont repris des règles où on avait déjà eu des arrêts de Cour de cassation qui disaient que bon, 15 mois, c'était une bonne règle. Et donc, comment dire, ils ont retenu cette période de 15 mois qu'on avait déjà eu dans d'autres arrêts. Après, il y a une distinction hein, qui sera importante, c'est de savoir si le salarié revient quand la période de prise de congé normale est encore en cours ou s'il revient après. Et donc là, rebelote, en fait, grosso modo, hein, je vais vous faire des cas pratiques parce que pour comprendre les diapos, c'est compliqué. On va faire que là, on est dans une période qui vient de s'ouvrir juin 2024 jusqu'à mai 2025. D'accord ? Là, la personne, elle a été malade, je ne sais pas, en décembre, elle a été malade 3 semaines. Elle est revenue, elle a donc eu, alors il faudrait que je dise plus que 3 semaines, sinon parce que ses congés tournaient normalement. On va dire qu'elle a été malade décembre, janvier. D'accord ? Elle revient en février. Les congés, là, qu'elle a acquis, elle est revenue à temps, elle les prendra normalement comme ses collègues, hein, de juin 2025 à mai 2026. Ce n'est pas un long arrêt maladie, hein, donc là, il n'y aura pas cette notion de 15 mois. La notion de 15 mois, elle intervient par exception hein, quand les gens n'ont pas encore repris. Et alors, c'est ça qui est compliqué, c'est de savoir quand est-ce que tu démarres le délai de 15 mois. Et donc, il y a l'histoire de l'information donc, au moment de la reprise hein, du salarié. Mais là, donc, clairement, c'est là que je vous disais, moi, je vous donne mes aspects pratiques. J'ai dû faire, depuis que le texte est sorti, 3 courriers d'information
à des salariés. Nous, on a 1700 clients en paye, on fait 12 000 bulletins de paye par mois. Donc, vous voyez, j'ai fait 3 courriers d'information à des gens qui reprenaient suite à leur arrêt maladie pour leur dire, bon, bah, donc, tu as X jours en plus, tu as 15 mois pour les prendre. Donc, c'est quand même pas le 4 matins. Parce que c'est vrai que la loi n'a pas prévu de dire, il a été absent 3 jours, il faut que je lui écrive ou pas. Moi, j'ai estimé d'un point de vue pratique, tu lui écris quand son compteur, il n'a pas tourné normalement. Si son compteur, il a tourné normalement, tu ne vas pas lui écrire un truc qui est déjà sur son bulletin de paye. Et en plus, je rajoute que le courrier, il n'est nécessaire que si tu veux faire perdre les congés à l'issue de 15 mois. Or, moi, là, j'ai plein d'entreprises, dans nos clients, tu pouvais prendre tes congés quand tu voulais prendre tes congés, quoi. Ils n'avaient pas cette notion de 15 mois. Donc, sauf à renégocier dans les entreprises qui portaient toujours les congés d'une année sur l'autre, là, qui refassent une règle en disant, bon, bah, comme dans le nouveau texte, on a prévu 15 mois, maintenant, on va aussi appliquer 15 mois, le courrier, il a moins d'importance. Parce que le courrier, en fait, c'est pour faire partir le délai de 15 mois. Si finalement, tu as la personne qui revient de maladie, et puis par exemple chez FIBA, nous on a 19 mois pour prendre nos congés. En fait, alors vous allez vous dire pourquoi 19 mois, la DRH m'a appelé pour me demander ce que j'en pensais, c'est qu'en fait, normalement c'est jusqu'au 31 mai, étonnamment, en cabinet expertise comptable, on a prévu jusqu'au 31 décembre. Bon, c'était assez logique de dire que tu prévoyais une petite rallonge. Donc, vous voyez, nous, on a 19 mois. Donc là, par exemple, je disais, on serait malvenu de dire à un malade, toi, tu n'as que 15 mois. Vous voyez, puisque notre règle, c'est 19 mois. Donc le courrier, retenez que ça n'a d'intérêt que si un jour, tu veux remettre à zéro le compteur. Donc c'est, je pense aussi pour ça qu'on a assez fait peu de courriers. Voilà. Et donc, par contre, l'histoire des 15 mois pour les gens qui sont malades depuis au moins un an, donc à la date de fin d'acquisition de tes congés, donc au 31 mai. Donc je vous fais la période légale, après je pourrais vous faire des variantes sur les autres périodes, mais donc je me place au 31 mai. Est-ce qu'au 31 mai, la personne, ça fait plus d'un an, donc plus de 365 jours qu'elle est absente? Si ça fait plus de 365 jours qu'elle est absente, là je me place dans l'exception. Et alors c'est ça qui est étonnant, qu'on a eu du mal à comprendre au démarrage des textes. Le délai, là, de 15 mois, il commence à courir tout de suite au 31 mai, puisque c'est une personne qui n'est pas revenue. Et donc, ça veut dire qu'on ira, je vous ai bien retenu des trucs du 31 mai, parce que c'est ceux qu'on a le plus fréquemment, 31 mai 2025, ça fait un an que la personne est malade. La personne, on va lui redonner des droits, donc on va supposer qu'elle a été malade toute l'année. Elle va avoir donc 4 semaines au titre de ses congés 2024-2025, et elle pourra les prendre, si on avait été actif, on les aurait pris jusqu'au 31 mai 2026, et bien elle pourra les prendre jusqu'au 31 août 2026. Donc ça ne fait pas de la grosse rallonge. Vous voyez, 31 août 2026 par rapport à 31 mai 2026, ça ne fait pas une rallonge de folie. Et alors pourquoi ça nous intéresse ça? Parce que vous pensez bien que si on a travaillé le sujet, c'est que ça a un intérêt. C'est que si le 31 août 2026 n'est pas revenu, ce qui est le cas des longs arrêts maladie, d'accord? Le 31 août 2026, donc, elle aurait eu ces 4 semaines là qu'on vient d'acquérir, et elle est père. Alors c'est aussi pour ça que moi, je n'ai pas voulu écrire, calculer les compteurs tant que les gens ne sont pas revenus. C'est aussi pour ça que j'ai fait que 3 courriers, parce que je trouverais ça assez dégoûtant d'écrire quelqu'un qui est gravement malade maintenant. Là, le 31 mai, on lui fait un petit courrier. Lié à la nouvelle législation, je te donne 4 semaines de congé, 2024-2025, si vous me suivez, que tu pourras prendre jusqu'au 31 août 2026. Et puis 1er septembre 2026, comme tu n'as pas repris, les 4 semaines que je t'ai données, je les annule. Et ça serait quand même assez naze d'écrire ça. Donc du coup, moi, je préfère ne pas écrire et d'écrire que quand la personne est revenue. D'accord? Mais c'est à ça que ça sert, le délai des 15 mois. Et là où on sera touchy, c'est pour ceux qui ne pratiquent pas le délai, un délai limite, c'est que tu ne feras pas non plus « tu n'es pas revenu le 1er septembre », si tous les autres, ils peuvent prendre leur congé sans limitation de temps. Donc c'est pour ça que dans les entreprises, il faut quand même qu'ils se posent la question de se dire, est-ce qu'il ne faut pas qu'on encadre, y compris pour les gens actifs. Donc ça, c'est sur la partie délai pour les prendre, 15 mois. L'obligation d'information à la charge de l'employeur. Alors bon, ça c'est toujours pareil. En France, s'il n'y a pas de pénalité, s'il n'y a pas une amende parce que tu n'as pas fait le truc, le français fait beaucoup moins. Donc, je vous ai dit, le seul intérêt de ce courrier, c'est de faire partir le délai des 15 mois. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, normalement, c'est dans le mois qui suit la reprise. Donc, on doit informer le salarié. Et donc, nous, on considère que ce qu'on a sur le bulletin de paye, ça ne suffit pas, puisque tu n'as pas le délai
hein, dans lesquels tu peux les prendre. Alors après, tu peux rajouter un commentaire, etc. Bon, moi je trouve que dans la plupart des entreprises, quand même, tu sais, enfin c'est un microcosme quand même. Dans les plus grandes entreprises, ils ont des RH. Comme j'ai dit, tu as quelqu'un qui revient d'un long arrêt maladie, qui est soit reçu, soit par le dirigeant, hein, soit par quelqu'un des RH pour dire bah, « Robert, on est bien content de te retrouver dans l'entreprise. Hein, j'espère que tout va bien aller pour toi, tout ça. On a regardé les congés payés, tu as le droit à ça. » Vous voyez, bon, c'est quand même, ça me semble un peu dans la logique de recevoir un salarié en long arrêt maladie. De toute façon, tu lui auras causé pour la visite de reprise à la médecine du travail. Bon, tout ça, ça peut se faire conjointement, soit par les RH s'il y en a, soit par le chef d'entreprise quand on est dans des petites entreprises. Et donc, transmission de l'information par tout moyen donnant date certaine. Et donc, il faut qu'on s'assure hein, que le salarié l'a reçu. Donc là, moi, à mes clients, je leur ai dit, bah, le salarié vous écrit reçu en main propre le, hein, et puis voilà. Hein, donc, c'est ce qu'on a prévu. Voilà. Et donc, il y a quand même une obligation d'information. Et donc, la loi n'a pas prévu pour des arrêts durant plus que... Non, là, eux, ça, ils ont oublié. Hein, moi, j'estime qu'il faut faire l'information quand elle présente un intérêt. Alors là, déjà, vous étiez content. Hein, vous étiez content. Je le vois à vos visages que vous étiez content. Et c'est le premier thème. Hein. Donc, la diapo suivante, c'est l'application rétroactive des règles. Donc ça, l'application rétroactive des règles, ça nous a fait peur au moment où c'est sorti. Je rappelle que je suis expert comptable, donc je comprends aussi le principe de la provision dans les comptes sociaux, puisque donc on nous avait dit qu'il y aurait une rétroactivité des règles depuis le 1er décembre 2009. Donc là, on s'était dit, oulala, oulala. Et puis nous, chiffrer les trucs depuis 2009, on s'était dit, oulala, oulala, hein, parce que si on fait l'historique, hein, souvent en 2009, vous n'étiez pas sur le même logiciel. Hein, donc des extractions sur des logiciels anciens, tout ça, auquel on a pu accès, c'est bien sympa. Donc, là, on vous dit la loi, qu'est-ce qu'elle a prévu? Elle a prévu la rétroactivité de toutes les règles, sauf, parce qu'on est en France, quoi. Enfin, ça, c'est toujours, non mais tu te dis, voilà. Et en plus, c'est le truc qui est contesté actuellement par les avocats. Donc c'est pour ça, retenez que la loi a prévu ça. Quand on aura un arrêt de cour de cassation, alors maintenant ça va quand même un peu plus vite, parce qu'avec le barème Macron, hein, il y a moins de prud'hommes, donc ça remonte plus vite. Dans le temps, c'était 10 ans pour avoir un arrêt de cour de cassation. Maintenant, c'est plutôt 5 ans, hein, mais bon, vous voyez, 5 ans par rapport à 2024. Hein, on fera peut-être pour la, je ne sais pas combienième promo. Ça y est, on a l'arrêt de la cour de cassation. Donc, ils ont prévu que les règles d'acquisition au cours des périodes de maladie non professionnelle, hein, donc le fait d'avoir 4 semaines, ça c'est rétroactif sur le passé. L'obligation d'information, hein, puisqu'on pouvait avoir des gens hein, qui étaient malades avant 2024 qu'il faudrait prévenir. L'histoire des 15 mois, qui va beaucoup, beaucoup nous arranger pour dire ben, peut-être que tu aurais eu des droits, mais comme tu n'es pas revenu à temps, tu as eu des droits, mais finalement tu les as perdus. Hein, donc ça élimine beaucoup de cas de réclamation. Et par contre, ils n'avaient pas prévu le fait qu'il y ait une rétroactivité sur la règle, le compteur tourne normalement en cas d'ATMP. Alors là, moi j'ai eu des cas quand même très bizarres, où donc j'ai demandé aux clients d'arbitrer, parce que ça veut dire que les gens qui étaient en ATMP sur la période antérieure, eux, leur compteur avait tourné normalement, et ils avaient le droit à rien. Donc c'était quand même bizarre par rapport à quelqu'un qui était en maladie simple, hein, qui, eux, avaient le droit à des droits supplémentaires. C'est ça que ça veut dire. Le fait de ne pas avoir prévu la rétroactivité de la règle ATMP, ça te met quand même dans une situation curieuse où des gens qui sont en ATMP se trouvent moins bien lotis. Hein. Je prends l'arrêt classique, c'est un arrêt de 3 ans, hein, surtout en Alsace, sinon la CPM agit et puis ils vous sortent de la branche maladie. Hein, mais donc sur 3 ans, la première année d'ATMP, il a vu ses congés normalement, et les 2 dernières années, rien, parce que la loi n'a pas prévu la rétroactivité. Et donc là, moi, qu'est-ce que j'ai fait d'un point de vue pragmatique? Donc on a déjà eu des arrêts, je crois qu'on a un arrêt de la Cour d'appel de Paris où la doctrine, vous savez, c'est les grands sages qui étudient, qui disent que même si la loi n'a pas prévu la rétroactivité, les salariés vont pouvoir s'appuyer sur les arrêts de la Cour de cassation donc du 13 septembre 2023, hein, parce que ça commence à dater cette histoire, hein, c'était 13 septembre 2023, pour dire que dans les arrêts du 13 septembre 2023, la Cour de cassation avait dit nos limites, et donc ils se fonderont sûrement là-dessus. Et donc ça, on ne sait pas comment la Cour de cassation va arbitrer entre le no limite antérieur des arrêts de la Cour de cassation et la nouvelle législation de 2024. Surtout si on parle d'ATMP avant l'arrivée de la loi.
Hein, vous voyez, ça va être tout ce petit bazar. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait d'un point de vue pragmatique? J'ai calculé le solde de tout compte avec et sans. Puis je disais au client, bon, alors est-ce que déjà vous êtes sûr qu'il va au contentieux? Et on me disait, ben, il est sûr d'aller au contentieux. Ben, je disais, nous, on ne paye pas, puis on verra bien au contentieux. Hein, si déjà tu es sûr d'aller au contentieux, attendons d'avoir un point tranché par l'avocat. Puis après, j'avais aussi parfois des pâquerettes d'écart. Bon, moi, je disais pour des pâquerettes d'écart, hein, on a aussi payé certains, on a fait tourner le compteur en ATMP au-delà de la première année, quoi. Hein, mais ça fait partie des points qui ne sont pas encore très clairs. Donc ça, c'est pour l'introduction générale sur la rétroactivité. Et donc le petit point particulier de la TMP. Ensuite, il faut qu'on distingue deux cas. Soit le salarié est présent, soit après vous aurez le salarié sorti. Et l'application n'est pas la même. Donc déjà, de toujours rappeler, pour les salariés présents, c'est du droit à repos. Ce n'est pas du droit à des euros. Hein, donc ça, déjà, ça calme un peu le contentieux. Hein, je ne dis pas que les gens ne sont pas intéressés par des jours de repos en plus, mais quand même, ça calme le contentieux, le fait que tu ne vas pas, quand tu es encore présent dans l'entreprise, repartir avec un virement complémentaire. Et donc là, vous voyez qu'on vous rappelle la rétroactivité donc du 1er décembre 2009 au 23 avril 2024. Et là, rebelote, c'est déjà pour ça que je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait la photo à chaque fin de période au 31 mai, quoi. Donc au 31 mai, on regarde si, je vais vous faire le cas le plus simple, et qui fait beaucoup de tristesse aux gens, c'est que tu regardes ton compteur au 31 mai et donc tu n'écris pas à ton employeur, c'est un peu bête, hein, parce que là le salarié est présent. Hein, donc là, passez le message à vos copains, un peu bête de réclamer des trucs auxquels tu n'as pas le droit, ça montre que tu es un peu énervé contre ton employeur. Mais donc si à la fin de chaque période de congé, tu arrivais à avoir plus que 24 jours ouvrables de congé, et donc en jours ouvrés, ça nous fait combien de jours ça fait, parce que 24 c'est 6 fois 4, 24, donc 4 fois 5, 20. Si toi tu es en jour ouvré, photo au 31 mai de chaque année, tu avais plus que 20, tu n'as le droit à rien. Et donc ça, par exemple, j'ai mis du temps avant que ça m'imprime dans ma tête. Parce que ça ne vaut que pour la rétroactivité. Cette limite pour la rétroactivité, c'est limité à 4 semaines pour le passé. Y compris, donc si tu es 20 jours ouvrés ou tu es 24 jours ouvrables, tu les as obtenus parce que tu as travaillé. Ou tu les as obtenus parce que ta convention collective, elle donne 2 jours de congé pour ancienneté. C'est hop, tu fais la photo, 31 mai, tu as déjà eu plus que 4 semaines, donc viens pas te plaindre. Hein, je vous la fais courte, mais c'est ça. Hein, parce que d'accord, on s'est aligné sur le droit européen, mais le droit européen, il dit 4 semaines. Et donc ça, c'était pas bien mis en avant hein, au moment où le texte est sorti. Donc là, moi, j'ai eu encore un peu de contentieux. J'ai une salariée qui me disait, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Bon, ils ont retrouvé les textes. Et donc, le dernier petit bémol, c'est qu'elle avait donc 21 jours et elle lisait 24. Donc, elle voulait quand même encore 3 jours. Hein, mais je lui ai dit, oui, mais c'est 24 jours ouvrables. Nous, on est en jour ouvré. Hein, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut encore jouer là-dessus, quoi. Et puis là, en l'occurrence, c'était une assistante commerciale, donc vous voyez, pas forcément versée dans tous ces trucs-là. Et alors, par contre, ensuite, hein, il va y avoir une réexception. C'est quand même super cool, hein, des exceptions sur des exceptions. Donc, ensuite, on regarde notre compteur fin mai. Ah, il est en dessous de 24. Donc là, il faut qu'on se creuse la tête. Mais il est en dessous de 24, il faut qu'on réfléchisse. Est-ce que toujours au 31 mai, alors là, vous devez dire, mais elle est lourdingue à dire toujours. Eh ben ouais, mais moi, j'ai eu des gars, ils étaient malades juste 11 mois. Hein, sur la période. Eh bien, 11 mois, c'est pas malade plus d'1 an. Et puis, il y en a, ça a été à quelques jours près. Hein. Et si tu es malade à partir du 5 juin, hein, du 5 juin hein, jusqu'au 28 mai, tu n'es pas malade 1 an. Il y en a certains, et là, on ne peut pas dire qu'ils ont triché, c'était pour les arrêts antérieurs. Mais donc, voilà. Donc, si tu es malade depuis plus d'1 an au 31 mai, là, on va jouer sur les 15 mois, hein, avec le fameux truc que je vous ai dit. Hein, donc, au 31 mai, je ne sais pas, 2021, il avait moins que 24 jours ouvrables. Ah, ça faisait plus d'1 an qu'il était malade. Donc, 2021, je vous le fais pour la gymnastique. Moi, j'espère ne pas avoir Alzheimer. Je me dis, avec tout ce que j'ai demandé à mon cerveau, quand même. Hein, donc, on est au 31 mai 2021. Là, on va voir, calculer ensemble. Donc, ça fait plus d'1 an qu'il est malade. Donc, lui, il avait le droit à 18 mois, de 15 mois. Hein, donc, ça nous emmène au 31 août 2022. Est-ce qu'il était encore en maladie le 31 août 2022 ?
Oui, donc, certes, il a le droit à des congés, mais on lui annule au 1er septembre 2022 puisqu'il n'est pas revenu travailler. D'accord? Et donc ça limite énormément les droits à rappel, cette règle de 15 mois. Et donc, ça a été fait sciemment, hein, parce que le droit européen, c'est pareil, ce n'était pas 4 semaines toute ta vie, hein, que d'un coup, tu aurais 25 semaines de congés à prendre. Et alors, par contre, pour les cas les plus fréquents, hein, où les 15 mois ne seraient pas écoulés, là, on va devoir quand même calculer. Hein. Je vous rassure, de temps en temps, je redonne des jours, hein, quand même. Mais bon, hein, ça nous fait quand même des calculs tarabis de ce côté. Et alors, moi, l'autre truc, pour vous expliquer là, comment je prends ce fonctionnement-là, c'est qu'en fait, parce que moi, il me faut quand même des raccourcis, hein, pour arriver à me mettre tout ça dans la tête, c'est qu'à chaque fois que sur la période d'acquisition des congés, les gens, ils auront un peu travaillé, d'accord? On ne sera jamais dans l'exception, donc là, ils les perdront jamais. C'est-à-dire que souvent, quand vous regardez le cas de quelqu'un qui a été longtemps malade, la plus ancienne période d'acquisition, donc déjà tous les congés, hein, qu'il avait acquis avant sa maladie, hein, normalement, ils ne sont pas perdus, hein, puisqu'il n'a pas pu les prendre. Et la période à cheval, où ça a commencé l'arrêt maladie, ça ne sera jamais perdu. Après, il faut s'interroger sur les années pleines où il a été malade, donc plus d'1 an. Et après, la dernière période, pareil, jamais perdue, parce que souvent, hein, donc on s'en soucie aussi, hein, quand on a les soldes de tout compte. Mais ça, vous pouvez retenir ça. Hein, donc les périodes où on a été partiellement actif et partiellement malade, ces congés-là, ils ne donneront jamais lieu à perte avec les 15 mois, puisque là, oui, si je vais au bout de ma phrase, là, on devra l'informer de ses droits au moment de sa reprise, pour cette période-là. Donc forcément, il ne les aura pas perdus, puisqu'il doit l'informer au moment de sa reprise. Voilà. Et donc, maintenant, on a le cas des salariés sortis. Et alors, je crois pouvoir dire, c'est la dernière diapo. Hein, vous serez déjà rincé, on aura fait combien de temps sur les CP. Mais honnêtement, à mon avis, c'est important. Donc là, les salariés sortis, en fait, on va vous réappliquer... ah oui, alors non, juste, j'ai sauté ça et c'est important. Pour les salariés présents, hein, les mots, hein, en français, on a une belle langue, hein, c'est riche. Donc, prescription et forclusion, ce n'est pas les mêmes mots, ce n'est pas la même chose. Hein, vraiment. Hein. Quand tu es forclos, c'est que tu as fait un truc trop tard, quoi. Hein, donc ça nous arrive. Il fallait que tu demandes les indemnités journalières de prévoyance à la prévoyance sous 30 jours. Dommage, 35e jour, tu es forclos. Hein, voilà, si vous n'aviez jamais eu la notion de forclos. Voilà. Donc ça, forcément, tu vas être triste. Forclos, c'est que tu n'as pas agi assez vite. Et donc là, hein, ils ont encore 1 an et quelques jours, on va dire, pour agir les salariés présents. D'accord ? Ils peuvent agir jusqu'au 23 avril 2026. Et là, pareil, on est en France. Je pense que l'année prochaine, on va avoir plein de demandes. Hein ? Et donc, c'est pour ça que vous ayez dans vos têtes, ouais, mais s'il a déjà plus que 4 semaines, il a le droit à rien. Vous voyez, ça évite de se faire des calculs d'apothicaire. Ou alors, il a été malade des années de suite. Hein, ben, d'accord, mais on ne va pas lui faire acquérir ses congés. Hein, et comme souvent, les congés, on les a laissés tourner. Voilà. Donc, ça, j'avais oublié de vous le dire. Je l'ai vu là, parce que donc, pour les salariés sortis, alors là, on a une double prescription triennale. Et ça, c'était super. J'avais une collaboratrice chez FIBA qui avait osé me dire, Annabelle, tu vas peut-être te moquer, mais donc moi, je ne me moque jamais, parce qu'il faut toujours poser vos questions, parce que celle qui la pose, elle sauve les autres qui n'avaient pas compris non plus, mais qui n'ont pas osé poser la question. Et c'est toujours celui-là qui est plus bête, hein, de ne pas poser sa question. Triennale, ça veut dire 3 ans. Et là, rebelote, ne le dites pas à vos collègues qui ne sont pas dans le métier. Ils disent, oh, oh, il doit savoir ce que ça veut dire triennal. Parce que nous, on sait que c'est Sarkozy qui a été passé de quinquennal, qui voulait dire 5 ans, à triennal, qui voulait dire 3 ans. Mais donc, pour les salariés sortis, alors pourquoi on dit qu'on a une double prescription triennale? C'est que le salarié sorti, il a 3 ans pour agir à compter de sa date de sortie. Donc ça, c'est le premier effet qui se coule des 3 ans. Et lui, il peut remonter que 3 ans en arrière. Donc lui, il ne peut pas remonter jusqu'à 2009, hein, si c'était le truc de 2009. Il y a ce double effet des 3 ans. Donc, vous voyez, les salariés sortis, un peu moins sympas que les salariés présents, hein, mais déjà, ils sont sortis. Et donc, sinon, les règles, ça sera la même chose. Hein, donc, je ne vous le refais pas. Hein, ça sera la même chose. Hein, selon qu'il avait le compteur qui était au-dessus de 24 jours ouvrables, il ne se passe rien. Si le contrat il était suspendu depuis plus d'1 an, on va regarder cette histoire de 15 mois. Hein, et puis si c'est moins d'1 an, là, on redonne des congés.
Voilà, donc ça, c'était le premier thème. Je pense que déjà, là, vous êtes contents. Après, c'est partage de la valeur. Ça sera plus light, ça. Vous allez pouvoir vous détendre. Ah, c'est vrai que c'est bien que je les ai mis dans cet ordre-là. Ça va vous faire. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur les CP maladies? Et ce qui m'intéresserait, c'est éventuellement dans les entreprises, après, bon, de toute façon, vous n'êtes pas obligé de vous présenter, qu'on sache quelle entreprise vous êtes, savoir si vous avez eu beaucoup de demandes ou finalement, si comme moi, vous n'avez pas eu forcément beaucoup de demandes. Ah si, il y a eu beaucoup de demandes, je vois. D'accord. Et que c'était des demandes fondées ou c'était des demandes pas fondées? Ou finalement, vous avez peut-être donné des congés et peut-être vous n'auriez pas dû. Hein, ça. Ah, avec l'analyse des règles que je viens de vous faire. C'est plutôt bien cadré. Donc, quand c'est une donne, c'est vraiment... Il fallait donner. Ouais, d'accord. Ah, parce que par exemple, dans une entreprise, moi, ils ont eu beaucoup de demandes, mais ils avaient porté le point au CSE en disant, vous pouvez nous faire parvenir vos réclamations. Ah, bon, ça, forcément, si tu dis ça, et puis open bar, hein, pas de limite. Donc là forcément, hein, tu as beaucoup de demandes. Mais ouais. Nous, sur 400 salariés, il y en a un qui est sorti, qui a réclamé à sa sortie. Oui. Et en fait, ils sont arrangés parce qu'ils avaient pris un avocat. Ils se sont mis d'accord avec l'avocat, ouais. Juste pour info, nous, on a changé 2 fois le logiciel de paye, du coup, on ne retrouvait pas de toute façon les... Ah oui, c'est ça. Et là, via les avocats, etc., ils ont décidé qu'ils devaient nous fournir ces décomptes d'indemnités journalières pour justifier ça. Oui, alors ça, j'ai entendu. Donc, c'est une blague des avocats, ça. Oui, parce que j'ai été dans une entreprise, et donc, là, comment dire, la DRH ne veut que si le salarié... Non, mais là, ça, à mon avis, ça ne tient pas devant les tribunaux. Si le salarié ramène ses décomptes Digit Sécu, non, mais qui sait qu'il y a encore ces décomptes Digit Sécu de 2019, et ils veulent que le salarié reconfirme les dates de congé qui sont sur les fiches de paye établies par l'entreprise. Donc ça, alors vous pouvez, ça s'appelle mettre des bâtons dans les roues. Donc ça, voilà, moi j'ai dit qu'effectivement, le salarié peut vous faire un beau courrier pour vous rappeler les dates de congé, etc., éventuellement mettre les bulletins de paye. Hein, je vous rappelle que l'obligation de conserver les bulletins de paye, elle est faite aux salariés. Hein, la notion « je dois garder mon bulletin sans limitation de durée », c'est pour les salariés. Hein, parce que nous, en plus, avec le RGPD, qui là va bien nous arranger, nous, tous les salariés sortis, on n'a plus rien après 5 ans. Nous, c'est le RGPD, on ne pouvait rien garder. Hein. Donc ça, le RGPD, pour une fois, hein, on l'a bien aimé, le RGPD. Donc, non, mais là, de dire les décomptes Digit Sécu, en plus, ça n'a aucun rapport. Là, donc ça doit être une technique d'avocat, alors, voilà. Alors, par contre, moi, on m'a fait remonter des belles demandes en « j'exige ». Si vous voulez crisper un employeur et passer sous la table, ça, vous voyez, même pas plus sous la pile, hein, je vous ai bien dit sous la table, genre assez proche de la poubelle, hein, il ne faut pas que les salariés, ils exigent. Vous voyez, ça, c'est pas... Hein, si ChatGPT vous a conseillé de commencer votre courrier par « j'exige », ça dites-lui, peut-être un petit ton plus cordial serait bienvenu, quoi. Hein. Il me semble que j'ai été assez longuement en maladie, 2019. Je ne sais pas si j'ai acquis tous mes droits. Pourriez-vous avoir l'obligeance, ça, vous voyez, c'est quand même chic, ça, de vérifier. Il y a aussi le cas, un gars qui est revenu le 31 août suite à un arrêt maladie. Oui. Et donc, le contremaître posait la question, est-ce qu'on peut lui imposer de prendre 10 jours consécutifs dans la période du 1er mai au 31 octobre, vu qu'il a tellement de congés? Ah oui. Mais apparemment, on ne peut pas... Oui, alors ça c'est intéressant comme question, c'est sous combien de temps on peut imposer la prise de congé. Il y a toujours un délai d'1 mois de prévenance. Hein, donc là par exemple, il est revenu le 31 août, on ne pouvait pas le mettre tout de suite en congé, mais à la limite, tu vois, de mettre, voilà, ouais, au 1er octobre, ça on pouvait. Ah si, ça l'employeur, il peut toujours imposer. Ouais, ah oui, ça oui. Ouais, ça, en matière de congé, hein, l'employeur peut imposer avec le respect d'un délai de prévenance. Après, je vais vous dire, comme tous les avocats vous disent, à moins que votre convention collective, ou toi, je sais que tu as des accords d'entreprise, ait prévu une autre règle, hein, donc ça, vous pouvez regarder. Mais la règle légale, c'est qu'on peut imposer des congés en respectant un délai de prévenance d'1 mois. Après, moi, je suis aussi quand même très respectueuse, que là, il y a des gens qui étaient faussement malades, qui vont réclamer des droits. Il y a des gens qui sont vraiment malades. Et donc, moi, par exemple, sur le délai de 15 mois, je disais, non, mais c'est du délire. Enfin, quelqu'un qui te réclame des congés, si ce n'est pas pour les prendre, toi, enfin, moi, quand même, là, il ne faut pas qu'on m'amuse à recalculer, hein, en tant que directeur Paul Pay Group, 2 jours, 6 jours, et que le mec, après les 15 mois, il ne les ait pas pris. Hein, je veux dire, si déjà je lui donne des droits, ça sera pour qu'il les prenne. Et puis là, c'est pareil. Donc moi, dans le courrier que j'ai prévu, je lui ai dit, donc tu as le droit à 2 jours, à 6 jours. Merci de nous dire quand tu veux les prendre.
C'est ça que tu mets dans ton courrier. Hein. Et puis s'il ne les prend pas, bah, vous lui dites, bah, tu prends ta semaine et puis c'est une affaire de régler. Hein, l'employeur, il peut toujours imposer des congés. Moi, j'aime bien les petites phrases et en matière de congés, j'ai toujours dit, le salarié propose, l'employeur dispose. Hein. Dans les grandes boîtes, ils sont nettement moins emmerdés que nous pour les congés. Hein. Ferme 4 semaines en août, 1 semaine à Noël, tu parles plus de congés. Hein. Il n'y a pas de truc de décompte, de machin, les temps partiels qui ne comprennent pas le décompte. Hein. Moi, je rêverais de faire les payes des usines, vous voyez. Hein. Fermer 4 semaines, hop, Noël, Nouvel An. Il n'y a plus de questions sur les congés. Hein. Sujet suivant, hop, et voilà. Hein. Donc, non, mais c'est pour vous rappeler, hein, parce que les gens, quand on me dit « Ah, mais non, mais elle ne va pas lui imposer des congés bah, », il y a des entreprises qui ne s'encombrent pas, quoi. Hein. Dans le bâtiment, là, parfois, ils ferment 3 semaines, décembre, janvier. Bon. Si ton conjoint n'est pas dans le bâtiment ou toi, la neige, tu n'aimes pas trop, hein, sur 5 semaines, tu en as déjà 3 semaines qui sont bloquées décembre, janvier. Bon, il va falloir peut-être que tu sois fan de boules de neige quand même, finalement. Hein. Alors, il y a d'autres questions? Oui? Oui? Moi, c'est juste, il y a une notion que je ne comprends pas très bien avec l'obligation d'information. Oui? Et justement, donc, le report des 15 mois. Oui? Et là, dans l'exemple qu'on dit avant, si tu as été malade plus d'un an, dans ce cas-là, le report, il s'applique quand même, mais on n'a pas fait l'obligation d'information. Oui, c'est ça. Et alors, oui, donc, Madame revient sur l'obligation d'information. Je vais peut-être me remettre sur la diapo, comme ça sera mieux. Hein, le principe de l'obligation de l'information, hein, c'est quand le salarié reprend son travail. Donc, s'il est encore malade, toi, tu ne l'informes pas à ce moment-là. Et donc, tu me disais qu'au 31 mai, il était encore... Donc là, voilà. Là, par exemple, quand au 31 mai, il est absent depuis plus d'un an, tu n'as pas d'obligation d'information parce qu'il n'a pas repris son travail. Hein, c'est pour ça que je voulais me remettre sur la diapo. Hein, en fait, l'obligation d'information, c'est quand le salarié reprend son travail. Hein. Voilà. On passe au sujet suivant. Ah, il y a une dame qui a chaud. Une dame, ça l'a réchauffé. Ça, c'est parce que j'ai parlé de boule de neige. Elle a dit, elle est soleil. C'est vrai que je me suis trompée. Moi, je ne fais jamais ça. Mais décembre, janvier, tu peux peut-être aller dans les îles. Hein, c'est ça. Oui, Monsieur Chanel. Si je me trompe, je vais être de mauvais augure. Oui. L'harmonisation avec l'Europe, c'est pas fini en matière de congés. Ah oui, oui. Quand on est malade pendant les congés, oui. On n'est pas d'accord avec l'Europe. Oui, ça c'est bien. Hein, Monsieur Chanel rajoute ce point-là. Non, mais c'est vrai, mais c'est vrai qu'on avait dit ça, parce qu'on se dit, ils ont fait tous les textes pour s'harmoniser avec le droit européen. Et effectivement, comme le soulignait Monsieur Chanel, il y a encore un point sur lequel on est OK, c'est quand le salarié tombe malade pendant ses congés. Donc là, moi, je vous invite toujours à regarder vos conventions collectives. Il y a plus en plus de conventions collectives qui se sont harmonisées avec le droit européen. Parce que grosso modo, qu'est-ce qu'il dit le droit européen? Il dit que quand tu es malade pendant tes congés, c'est la maladie qui prime. Que nous, donc ça n'a pas été repris par des textes en France comme ça. Ça a été repris quand même dans pas mal de conventions collectives. Hein, moi, j'ai vu qu'il y a pas mal de conventions collectives qui dorénavant disent ça. Et donc nous, qu'est-ce qui se passe? C'est si tu tombes malade juste avant de partir en congé. Ben là, par exemple, on va dire, on avait posé congé la semaine prochaine, tu tombes malade cette semaine, et puis c'est la jambe, donc tu vas être arrêté toute la semaine prochaine. Là, comme tu es arrêté avant ton départ en congé, hein, c'est la règle qu'on applique toujours en France, c'est le premier fait générateur, on est en maladie, parce que c'était avant qu'on soit parti en vacances. Ben, je garde mon histoire de jambe cassée, puisque ça arrivait avec le ski. Tu es au ski, le fameux vendredi, la piste de trop. Moi, je dis toujours, mais est-ce qu'il faut vraiment skier le vendredi? Parce que qui se passe le vendredi, c'est quand même dommage. Donc, tu es en vacances, tes 4 premiers jours de vacances, nickel. Vendredi, tu te casses ta jambe. Et bien, le vendredi, dans nos règles françaises, ça reste, de l'arrêt, des congés. Par contre, nous, on peut faire quand même une attestation de salaire, donc sans subrogation, puisque nous, ça restera pour des congés. Et puis, bon, par contre, la semaine d'après, elle restera quand même en maladie. Dans mon exemple, il avait pris qu'une semaine de congé. L'arrêt, là, pour les quelques jours où il était en congé, vous le faites sans subrogation. Donc, c'est sûr qu'on lui décompte des congés, mais il peut toucher des IJ de sécu. Presque là, j'aurais pu avoir le sujet IJ de sécu, là, ça aurait été un enchaînement de temps. Non, on va parler d'un sujet plus calme. Mais donc, regardez les conventions collectives. Comme dit, il y a de plus en plus de conventions collectives qui prévoient le report à une date ultérieure. Hein, voilà. Il y a des conventions collectives qui prévoient le paiement, sachant que ça, c'est prohibé. Ça, hein, donc, ce n'est pas parce que la convention collective le dit que vous avez le droit de le faire. Hein, je rappelle que c'est toujours interdit de payer des congés à des salariés qui sont présents. Voilà. Alors, de toute façon, vous aurez peut-être d'autres questions qui reviendront sur les congés.
Hein, on pourra en parler soit à la fin, s'il nous reste un peu de temps, soit en train de prendre un verre. Alors, l'autre thème que je voulais aborder, c'était le partage de la valeur dans les entreprises de plus de 11 salariés et donc de moins de 50. Alors, pourquoi le gouvernement et les partenaires sociaux ont ciblé ces entreprises-là? C'est parce que vous savez que dans les entreprises de plus de 50 salariés, on a la participation légale, hein, qui avait été instaurée par le général de Gaulle, donc 45, toujours la même formule, hein, c'est quand même extraordinaire. Et donc ça concerne les entreprises de plus de 50 salariés, donc on va dire qu'elles sont couvertes. Et là, le gouvernement voulait essayer de cibler les entreprises de taille plus petite. Alors quand même, plus de 11, parce que je rappelle que plus de 11, c'est le seuil qu'on a de déclenchement, hein, pour les élections du CSE. Hein, donc ils n'ont pas ciblé toutes les entreprises, hein, ils se sont dit quand même les entreprises d'une certaine taille, avec donc un CESE ou pas de CSE, mais en tout cas plus de 11 salariés. Alors là, vous voyez qu'on a toujours, comment dire, 4 conditions, parce que là, condition numéro 5, ah oui, si, peut-être condition numéro 5 pour les entreprises bizarres, là, mais hein, donc les entreprises déclarant un résultat net fiscal. Hein, en fait, ça concerne toutes les entreprises. Là, vous voyez, ils vous font des trucs un peu compliqués. Retenez que ça concerne toutes les entreprises, donc d'au moins 11 salariés. Hein, donc si par chance, c'était 10,88, et donc ça, pour savoir votre effectif, c'est facile, vous allez sur le site de l'URSSAF, on vous donnera votre effectif. Hein, donc si tu es 10,58, tu n'es pas concerné, si tu es 11,02, tu es concerné. Et donc qui réalise un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% du chiffre d'affaires pendant 3 exercices consécutifs. Donc effectivement, ça ne va pas concerner les entreprises, hein, qui sont en déficit. Hein, mais on va espérer, hein, que des entreprises de plus de 11 salariés, et je reconnais qu'il doit y avoir des entreprises, hein, qui sont en déficit, hein, mais moi je parle de la grande majorité, et 1% du chiffre d'affaires, ça ne fait quand même pas un gros bénéfice, hein, donc on pense qu'on va quand même avoir la majorité de nos clients concernés. Et donc les 3 exercices consécutifs, je ne sais plus si on a une diapo après, si on a une diapo après, hein, ça sera 2022, 2023, 2024. Donc en fait, là, on est en train d'arrêter les comptes qui vont nous permettre de savoir, hein, si on est concerné en 2025. Quoi, hein. On arrête les comptes là, 2024, donc ça sera à faire sur l'année 2025. Et donc, ne sont concernées que les entreprises qui ne faisaient rien jusqu'à présent. Mais alors, quand je pose la question de savoir s'ils ne faisaient rien jusqu'à présent, la PPV, c'est justement, ça peut être poursuivi sur 2025, 2026, c'est encore au-delà, mais ce n'est pas un dispositif pérenne. La PPV, hop, ils se décident, ils la font pas. Donc moi, si dans le temps ils faisaient une PPV, il faudra juste leur dire, dans le temps c'était facultatif, maintenant ça devient obligatoire. Dès que tu dis ça, le chef d'entreprise, il n'est pas content. Hein, il était content de faire un truc facultatif, tu lui dis, bah, maintenant ça devient obligatoire, ça le crispe. Hein, donc voilà, mais c'est ça que ça veut dire. Alors si après il faisait d'autres choses, il faut être sûr que dans les autres choses, ça touche tout le monde. Hein, parce que vous voyez, s'il me dit, ah bah oui, mais moi je fais un abondement au PE, mais que si je prends 20 personnes, j'en ai que un, et que comme on me l'a déjà fait, on me dit, non, mais ils ne veulent pas verser. Hein, ils veulent pas verser. Vous avez vraiment, vous voulez peut-être que je vienne dans votre entreprise, que j'explique le principe du PE, hein, parce que moi je saurais bien expliquer aux gens. Vous voyez, tu donnes 50 €, le monsieur abonde 3 fois, là, il va donner, toi tu as donné 50, lui il donne 150, tu vois. Vraiment, tu n'es pas intéressé, tu ne veux pas mettre 50 €. Vous voyez, ça m'étonnerait un peu. Mais c'est possible, hein, que les gens ils disent, non, je ne veux pas mettre 50 €. Mais vous voyez qu'il n'y en a qu'un qui est compris. Ah, puis étonnamment, c'est le conjoint du chef d'entreprise et tous les autres n'ont pas compris. Et donc là, rebelote. Hein, moi, je rappelle à mes collègues, contre l'URSSAF, on va demander le PE, tout ça, le PEI. Alors, I, c'est juste pour dire que c'est inter-entreprise. Hein, généralement, nous, on a plutôt des PEI, plan d'épargne inter-entreprise, dans la banque préférée des Alsaciens. Je ne vais pas donner son nom, mais quand même, c'est un peu leader, hein, sur le marché. Hein, et des PE, par exemple, comme mesdames, là, dans des grandes entreprises, quoi. Eux, ils ont le droit à avoir un PE, c'est-à-dire que c'est leur plan d'épargne entreprise à eux. Hein, mais ça concerne plutôt des grandes entreprises. Je pense que les entreprises de taille intermédiaire comme ça, ils auront un PEI, mais ça revient au même. C'est juste que la fameuse banque a déposé le règlement du plan pour tout le monde, hein, et comme ça, c'est plus facile pour les commerciaux d'ouvrir pour nos clients. Mais donc ça, il faut le règlement du plan, et il faut une liste d'émargements, comme quoi tous les salariés ont bien pris connaissance de l'existence, hein, d'un PEI dans l'entreprise avec les conditions. Vous voyez,
Et ça, souvent, on me dit, ah, il faut ça. Ah bah oui, oui. Surtout, hein, je dirais, le contrôleur URSSAF, il va faire comme moi. Si tu as 20 salariés, qu'il y en a 20 qui ont le PE, il va un peu s'en moquer de demander. Mais si sur 20 salariés, hein, tu n'en as que 3, étonnamment que les cadres, vous voyez, je pense que là, il va vous demander la feuille d'émargement. Hein. Donc ça, on peut faire un abondement PE, PEI. PER, c'est pour la retraite. Hein, bon, donc alors, PE, PEI, c'est bloqué 5 ans. On a un peu des cas de déblocage anticipés en cas d'événement, on va dire, heureux. PER, c'est bloqué jusqu'à la retraite. Et là, on a des cas de déblocage plutôt pour des événements malheureux. Quoique je crois qu'on a la résidence principale, hein, il me semble. Donc ça, on ne peut pas dire que ça soit une mauvaise nouvelle que d'acquérir sa résidence principale. Il me semble que c'est un cas de déblocage du PER. Hein, et puis donc la fameuse prime de partage de valeur. Alors après ça, bon, moi, il y a des trucs comme ça que je n'aime pas. Moi, je n'aime pas parler de participation dans les entreprises de moins de 50. Hein, quand tu es dans une entreprise de moins de 50, tu parles plutôt d'intéressement. Mais c'est vrai que dans toutes les publications, ils vous parlent de participation dans les entreprises de moins de 50. La participation légale, c'est dans les entreprises de plus de 50. Tu pourrais considérer que la formule de la participation, elle est tellement géniale que tu préfères l'utiliser plutôt que de créer une autre formule d'accord d'intéressement. Honnêtement, je pense que sur les accords d'intéressement, on peut faire des critères non financiers, un panachage de critères. Je pense que c'est un peu dommage de faire la formule de participation dans les entreprises de moins de 50. Le seul intérêt que je vois, c'est dans les entreprises qui sont très, très limites. Vous voyez, chaque année, ils serrent les fesses hein, quand l'effectif URSSAF va sortir 49,88. Ouais, on a bien fait de lui proposer la rupture conventionnelle encore hein, en octobre pour pas qu'il compte. Hein, vous voyez, bon, dans ces entreprises-là, ça présente un intérêt de faire un accord de participation avec la formule légale, puisque vous savez qu'il n'y a pas l'histoire des 5 ans de dépassement comme nous a fait Macron. Pour la participation légale, ça ne s'applique pas. Hein, dès qu'on dépasse le seuil des 50 pendant 12 mois, la participation est due. Hein, donc l'avantage de l'avoir mis avant, c'est qu'au moins tu n'as pas ce suivi précis des effectifs à faire. Et puis ça, c'est les entreprises, alors là, vous voyez, ils ne doivent pas mettre association, parce que ça doit être plus compliqué ça, hein, qui ne déclarent pas de résultat net fiscal, parce que justement, elles ne sont pas fiscalisées. Bon, donc là, il y a une histoire qu'il faut que ça soit prévu dans un accord de branche. Hein, j'ai pas toujours, enfin, c'est nouveau comme thème, donc je n'ai pas encore été sollicité sur ce sujet-là. Et donc là, on a encore une petite diapo qui précise donc, la notion de bénéfice net fiscal. Ah oui, alors ça, ouais, je vous parlerai après du résultat excédentaire, c'était un autre cas. Hein, donc 3 années consécutives, donc ça sera exercice 2022, 2023, 2024. Et là, pareil, je vous mets la souris dessus, ouais, pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2024. Donc là, pareil, hein, tu as une clôture au 30 septembre 2024. Ton exercice, donc ouvert au 1er octobre 2024, tu n'es pas encore concerné. Hein, c'est toujours les dates d'ouverture des exercices. On va dire qu'on a beaucoup d'entreprises qui sont sur l'année civile, hein, mais c'est quand même important de vous souvenir de ça. Hein, si là, tu viens de clôturer tes comptes au 30 septembre 2024, tu ne seras pas concerné tout de suite, puisque c'est des exercices ouverts. Donc là, ça sera l'exercice ouvert, 1er octobre 2025, hein, vous voyez, jusqu'au 30 septembre 2026, hein, ils seront concernés pour la première fois. Voilà, donc sur la date d'application. Et alors, réalisation d'un résultat excédentaire au moins égal à 1% des recettes pendant 3 exercices, ça, je ne sais pas bien pourquoi ils nous ont mis ça. C'est peut-être pour les histoires là, des entreprises qui font ça, là. Vous voyez, c'est peut-être pour cette partie-là. Hein, parce que nous, on était dans le bénéfice net fiscal, et donc je pense que cette partie-là, c'est lié, là, entreprises ne déclarant pas de résultat net fiscal, parce que forcément, si elles ne déclarent pas de résultat net fiscal, on ne peut pas se servir de ça comme exemple. Et donc, tous les dispositifs possibles, c'est au choix de l'employeur. Donc là, vous pouvez le rassurer, mais tu as le choix. Tu as le choix, il faut que tu fasses quelque chose. Et pareil, bienvenue en France, pas de montant. Hein, alors, en fait, peut-être pas l'euro symbolique. Hein, je rappelle que c'est des entreprises dans lesquelles on est supposé avoir un CSE. Ça permet aussi de rappeler hein, que si on a un PV de carence, bon, bah là, on est bon. Hein, et on doit faire les élections tous les 4 ans. Si vous avez un PV de carence, c'est bon. Si justement vous vous apercevez que vous êtes plus de 11 et puis que vous n'aviez pas organisé les élections, hein, c'est bien aussi de faire les élections. Et bon, vous voyez que ces dispositifs-là qui peuvent être prévus. Voilà. Donc ça, c'est ma dernière diapo sur ce thème-là. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce thème-là. Si rien n'est fait, est-ce qu'il y a des sanctions? Ah ben là, ça, je rirais moins avec ce truc-là.
Parce que, non, mais sérieusement, alors c'est vrai que URSSAF, comme c'est des sommes exonérées, ça ne marcherait pas. Mais après, il y aurait peut-être du délit d'entrave, là. Et donc, ça, du délit d'entrave, c'est vite pénal, avec le CSE. Mais ça, c'est vrai que sanction, vous voyez, on ne m'avait pas dit. Hein. Tout de suite, on voit ceux qui sont prêts à verser. Alors là, moi je préférerais. Alors, non, mais pas. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Ouais. Alors par contre, moi, comme je suis sympa quand même avec les employeurs, hein, puisque en tant qu'expert comptable, je dis toujours, on est conseil des employeurs, c'est que je rappelle que la PEPA, quand c'est sorti, hein, donc la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, les gilets jaunes, le montant moyen était de 300 €, et là, les gens étaient tout contents. Hein, donc je dis toujours, là, la PPV, souvent c'est 1000, ça évolue pas, les gens sont tristes. Hein, vous voyez que c'est pour ça que c'est toujours de rappeler d'où on vient. Un PEPA, quand c'est sorti, c'était 300 €, les gens étaient contents. Hein. Donc c'est pour ça que je dis l'euro symbolique, honnêtement, je trouve ça pas bien, hein, mais selon la taille de l'entreprise, effectivement, si tu fais que ric-rac 1% du chiffre d'affaires, vous voyez, il faut peut-être voir aussi. Hein, mais la PPV, ça reste un bon système. Hein. Surtout que là, dans les entreprises de moins de 50 salariés, si je ne dis pas de bêtises, eux, il n'y a que ceux qui gagnent plus que 3 fois le SMIC, hein, qui vont être imposables. Hein, donc la PPV dans les entreprises de moins de 50, elle est encore exonérée d'impôts. Voilà. Et là, il y a une petite question. C'est rigolo, je ne pensais pas qu'il y aurait des questions là-dessus. Ouais. Pour les entreprises qui clôturent par exemple le 30 septembre, Oui. on doit le mettre en place à partir du 1er octobre 2025 Non, parce que ça, voilà, 2026. Ouais, parce qu'en fait, ouais, c'est. Ben non, ça va être l'année décalée, quoi. C'est ça le bazar. Et quand tout ils ne sont pas concernés tout de suite, puisque là, sont concernés au 1er janvier 2025, mais donc ils ont toute l'année 2025 pour le faire. Voilà. Octobre 2025. Ouais, c'est ça. Ouais, ça sera plutôt sur 2026. Eux, ils vont être décalés, oui. Alors qu'il y a 3 mois d'écart, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Il y a encore des questions? Non? Et alors après, le prochain thème, les avantages en nature. Donc là, on prend une grande respiration, là. Là, on respire. Alors bon, donc moi, je reste persuadée que d'avoir une voiture de fonction, ça reste un super avantage. Mais un super avantage qui coûte de plus en plus cher. Hein, ça, c'est clair. Et alors, par contre, il ne faut pas quand même oublier que quand tu as des commerciaux, bon, à bicyclette, ils vont moins loin quand même. Hein, enfin, après, c'est des commerciaux sportifs. Mais je rappelle que même s'ils pédalent vite, ça prend quand même plus de temps. Hein. Voilà. Donc, on veut tout de suite me mettre en avant, ça rentre dans ton brut, donc tu cotises sur la retraite, et donc déjà, point positif, vous voyez, on a des alliés du gouvernement, hein, c'est ça, qui disent tout de suite, hop, ils ont augmenté, parce que ça va augmenter les droits à retraite. Bon, je ne suis pas bien sûr qu'ils... Ouais. Ah non, c'est sûr. Ouais. Donc, là, c'est un arrêté du 25 février. Et alors, c'est rigolo, hein, parce que vous voyez que moi, vendredi, je présente loi de financement de la sécurité sociale. Là, les 2 plus gros textes, c'est un arrêté et un décret. Hein, donc, en dehors de la loi, là. Hein, c'est eux, ensemble, là, autour de la table, ils décident, pouf, ça sort. Et donc, formidable. Donc, 25 février, publié au JO, sûrement le 26. Oui, c'est ça, 26, le mercredi, l'anniversaire de mon frère. Et donc, la bombe tombe le jeudi 27. Et autant les autres fois, on est prévenu quand même. Enfin, vous voyez, nous, on lit l'actu, on a les machins, c'est dans les tuyaux et tout ça. Là, que dalle! C'est sorti le 27 qui disent application rétroactive au 1er février. C'est ce qu'on a eu dans les premières publications. Et là, à aucun moment, ils ont dit que c'était dans les tuyaux, quoi. Hein, bon, je ne sais pas si c'est la mairesse de Paris là, qui déteste les voitures qui a suggéré ça au gouvernement, mais bon, voilà. Bon, bref. Alors donc, de quoi qu'on cause? Donc déjà, moi, je vous rajoute des trucs qu'on n'a pas bien lus. Alors moi, mes collaborateurs le savent, les hybrides, c'est pour de faux. Alors vous allez être déçus que je dise que les hybrides, c'est pour de faux. Moi, je ne suis pas encore super convaincu par ça. Je suis copine avec mon garagiste. Vous allez dire que je suis peut-être sous influence. Mais grosso modo, les hybrides, si c'est pour que ça n'utilise pas l'essence dans les descentes, bonne nouvelle, les thermiques, c'est pareil. Hein, c'est-à-dire que le principe, c'est que dans la descente, tu utilises moins d'essence, quoi. Hein, c'est un peu ça quand même. Bon, alors, non mais, plaisanterie à part, moi, vous allez voir que sur toutes les diapos, j'ai mis thermique. Donc, thermique, c'est le terme. Hein, moi, je ne savais pas que ça s'appelait thermique. Ça, c'est quand tu mets de l'essence, du diesel, ça s'appelait thermique. Ou hybride, elles marchent ensemble. Et moi, sur mes diapos, j'ai rajouté des véhicules 100% électriques. Parce que, bien sûr, vu les augmentations en jeu, ça va venir discuter
Hein. Et puis le gars qui a une hybride, il va vous dire, mais non, moi c'est vraiment une super hybride, c'est presque une électrique. Hein. Mais non. Hein, c'est 100% électrique, et ça, dans les publications, ils n'en causent pas, hein, de la séparation. Mais c'est 100% électrique. Hein, donc hybride, ça marche avec les thermiques. Et donc, du coup, moi, je fais toujours un peu des diapos avec de la couleur. Ah oui, je ne vous ai pas dit, hein, on vous enverra le support comme on fait chaque année. Hein, vous aurez le support après la présentation. Alors, vous devez savoir, donc là, rebelote, il y a des flous. Bon, on ne va quand même pas tout avoir peur pour tout. Hein, donc, si on achète la voiture, on fait nos calculs comme on l'achète. Si on loue la voiture, hein, ce que je veux dire, c'est que si vous ne louez pas la voiture, les 2 dernières lignes ne comptent pas. Hein, mais comme souvent, on a des locations avec option d'achat, on fait toutes les lignes. Et on a le droit de retenir, normalement, le plus petit des montants. Mais ça, par exemple, j'ai animé jeudi dernier, et j'ai des gens qui sont concernés dans des grandes entreprises par des flottes importantes. Il y a un peu un flou là-dessus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas bien repris le texte de dire est-ce que tu as le droit de prendre le plus petit montant des deux, hein. Donc tout ça, c'est ce qu'il va falloir qu'on attende, hein, des précisions dans le BOSS. Donc ça, à ma connaissance, ce n'est pas encore sorti avec le BOSS. Que ce qui est sorti avec le BOSS, hein, c'est sorti donc jeudi dernier, c'est que c'est bien les voitures mises à disposition. Ah oui, attendez, je reviens juste là-dessus, parce que je l'ai mis juste sur la diapo. Donc c'est sorti jeudi dernier. Vous allez voir tous les jeudis, en fait. Hein, mais ça, c'est peut-être la génération où ils n'avaient pas classe le jeudi. Hein, Monsieur Chanel, hein, c'est ça. Hein, ils n'avaient pas classe le jeudi, donc là, ils se disent, tiens, on va sortir avant le jour de congé, je dis ça parce que là, il y a des tellement jeunes que leur maman et leur papa, eux, ils avaient école le jeudi, hein, mais avant le mercredi, c'était jeudi, le jour de repos. Mais je pense parce qu'ils travaillaient aussi le samedi, donc vous voyez, ils avaient décalé le truc. Donc, mise à disposition à partir du 1er février. Donc là, grosso modo, toutes les nouvelles voitures, on est cuit. D'accord ? Les voitures qu'on vient de commander, hein, où, finalement, si j'avais su ça, j'aurais pris une électrique, hein, c'est mort, hein, puisque là, ils attendent la livraison de la nouvelle voiture, ils ont pris hybride. Hein. Bref, mise à disposition à compter du 1er février. Et alors là, la bonne blague, qui est dans l'exemple du BOSS, hein, c'est que vous aviez Monsieur A qui avait son véhicule A. Jusqu'en janvier, février, là, on peut vous faire la blague un peu plus tard. Monsieur A part. Mais comme c'est un commercial, on va donner la 5008, qui s'appelait A, à Monsieur B qu'on recrute pour remplacer Monsieur A. Et donc, alors que la voiture A était valorisée tel montant, hein, jusqu'en avril, hein, vous voyez, puisque le changement c'est qu'en mai, à partir du mois de mai, comme je donne mon véhicule A à une nouvelle personne, Monsieur B, et bien là, je dois utiliser les nouvelles règles. Vous voyez qu'ils vont quand même se goinfrer pour le même véhicule. C'est vraiment la mise à disposition qui compte. Hein, donc, ce n'est pas une nouvelle voiture. Hein, c'est, hop, toi, je te donne une nouvelle voiture à partir du 1er février. Mais ça peut être une ancienne voiture. D'accord ? Et donc, ça, c'est bien écrit noir sur blanc dans le BOSS. Hein, donc, c'est pour ça que c'est la date de mise à disposition qui va compter. Et puis, donc là, c'est un peu vache. Hein, tu l'as eu le 31 janvier parce qu'ils ont réussi de là livrer le garage. Hein, et tu l'as eu le 2 février, hein, parce que le garage, il n'avait pas de rendez-vous avant. Vous voyez que là, les règles ont beaucoup changé. Hein, donc ça, c'est sorti hier dans le BOSS. Et donc, là, bon, pour ceux qui ont déjà calculé des avantages en nature, vous deviez savoir que ce qu'on distinguait, il y a des règles plus compliquées. Moi, je vous ai fait le truc fréquent. Hein, tous ceux qui calculent des avantages en nature, on avait déjà les chiffres en tête. Hein, donc, on faisait toujours le calcul, hein, on mettait toujours, même quand elle était louée, on avait la valeur de la voiture, donc on faisait toujours ce calcul-là. Et la question qu'on posait à nos clients, c'est est-ce que vous voulez prendre en charge ou pas le carburant perso ? Là, nous, tous nos clients allemands, enfin de filiales de sociétés allemandes, oh oui, on ne s'emmerde pas, ils ont déjà des grosses bagnoles et ils ne voulaient pas s'emmerder à dire on gère ou pas le carburant perso. Donc, on va dire que la plupart de nos clients, on était à 12% du prix de la voiture. Hein, normalement, 12%, ça parle à beaucoup. Et donc là, quand même, ils n'avaient pas bien dû manger la veille ou je ne sais pas quoi, on passe de 12 à 20, quoi. Hein. Pas quand même de la petite augmentation, quand même. Hein. Passer de 12 à 20, c'est quand même quelque chose. Et donc, sans prise en charge du carburant, donc ça, on le pratiquait quand même dans certaines entreprises, on était à 9%, et donc là, on passe à 15%. Donc là, je vais m'arrêter là-dessus. C'est déjà le côté stratégique. Hein, et après, j'ai dû vous faire du chiffrage. Vous allez voir, non, je vous en parle déjà là. Hein, donc ça, il va falloir se poser la question, est-ce que je continue à prendre ou pas
le carburant perso. Alors, moi, dans mon précédent cabinet, on était assez peu d'associés. Donc, quand on était associés, on avait le droit à une voiture de fonction. Et donc, on ne nous prenait pas en charge le carburant. Alors, mais nous, on est expert comptable. Donc, demander à un expert comptable de suivre des trucs, on y arrive. Demander à un commercial d'être rigoureux, je ne dis pas que c'est impossible, mais on ne parle pas au même public. Donc nous, bons petits soldats, pour qu'on puisse calculer notre avantage en nature sur 9% du prix du véhicule plutôt que 12%, garder nos tickets d'essence quand on partait en week-end et pendant les grandes vacances, puis on suivait nos kilomètres. Voilà. Et donc moi, je n'ai jamais eu de redressement, c'était cohérent, bons petits soldats. Donc nous, on était à 9%. Le fait de ne pas faire ça. Et honnêtement, moi je le faisais, je trouvais ça pas hyper contraignant. Donc quand j'ai vu qu'on passait de 12 à 20, moi je me suis dit, bon, on va quand même peut-être dire aux clients, bon, peut-être que vous allez arrêter de prendre en charge le carburant perso, faire ce que je dis là, que je trouve que c'est quand même pas la folie démentielle non plus, et au moins tu passes de 12 à 15. D'accord? Et ça, donc, c'est ce qui m'arrange. C'est pour ça que j'adore animer des formations, parce que je prépare le support, ça me permet d'apprendre les règles, après je les explique, hop, d'un coup j'ai des idées. Et alors même risque de redressement, parce que tu fais ça pour tous tes commerciaux. On est bien au clair que sur tous tes commerciaux, tu vas en avoir forcément qui n'ont rien gardé, rien fait, etc. Mais je trouve que du coup, le risque de redressement, si vous voulez, là tu passes de 12 à 15, et puis finalement le gars, il n'a rien gardé, ou tu vois qu'en fait, il t'a fait passer son carburant perso, le risque qu'on aura, c'est un redressement de 5% de la valeur. Vous voyez? Donc ça, moi, par exemple, pour les clients qui me solliciteront, c'est peut-être ce que je vais proposer. Je ne dis pas que c'est la solution rêvée, mais ça peut faire partie de ça. Et par contre, après, c'est pour ça que je vous ai fait des éléments chiffrés. Moi, comme toujours, je trouve qu'il faut chiffrer, sinon tu ne sais pas de quoi tu parles. Position des salariés, parce que vous avez peut-être des copains, des copines qui ont des voitures de fonction. Vous verrez que moi, si je suis salarié, et alors encore plus quand tu penses à ta retraite, je dirais non, mais on continue comme ça, c'est pas grave, je vais payer plus cher, parce que vous allez voir que sur le différentiel, ça ne te paye pas tes pleins d'essence, quoi. Mais là, rebelote, je vous ai fait le chiffrage, vous allez voir du point de vue du salarié et du point de vue de l'employeur. Et après, donc, véhicule loué, tout augmente, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est bien intelligent que ça augmente tout dans les mêmes proportions, mais les 40 deviennent 67, les 30 deviennent 50. Et ben voilà, super, je vous ai fait, parce que je ne présente pas mes supports pareil, c'est comme ça, c'est dans ta tête, je ne les fais pas le même jour. Donc du coup, je vous ai fait des simulations. Alors là, pareil, vous avez le droit de me dire 47 000, comme elle y va. Et bien finalement, je vous ai dit, j'avais fait un super tableau nickel, c'était Tesla 3, pour ceux qui veulent acheter des Tesla, vous voyez qu'ils en achètent encore des Tesla. Vous savez qu'il y a un autocollant qui existe, j'ai commandé ma voiture avant qu'il devienne fou. Ça existe. Voilà, bon. Et donc, une Tesla machin 3, peut-être toute option, ça coûtait 47 000 €. Mais honnêtement, j'ai trouvé que ce n'était pas déconnant comme exemple, parce que c'est pareil, des vrais commerciaux, tu ne leur fais pas faire toute la France en Twingo. J'ai pris une boîte. Et donc, je vous ai chiffré. Alors pareil, je vous ai chiffré avec ce qui est pour moi des taux de charges sociaux normaux. Donc 24%, c'est ce qu'on a chez la plupart, et 45%, ce n'est pas vrai, par exemple, dans le BTP. Vous savez que si vous êtes cotisé à la caisse des congés payés, bâtiments, travaux publics, vous allez grimper à 70%. Si vous êtes à la taxe sur les salaires, on a des dossiers avec la taxe sur les salaires, là, vous me refaites le calcul avec 70%. Mais je vous enverrai peut-être, j'ai fait un petit simulateur qui est bien mignon. Bonjour, qui vous permettra de faire ça. En fait, j'ai mis champ libre, j'ai mis tous les taux, là, je me suis amusé à mettre tous les taux, et puis vous mettrez 47 000 et vos taux de charge sociale. Et donc là, c'est ça que je vous disais. En fait, le avec et sans charge de carburant, là, je me positionne du point de vue du salarié. Vous voyez, on continue à lui prendre son carburant, il perd quand même 900 €. Donc c'est quand même pour la bonne nouvelle du jour. Il va payer 900 € de charge sociale en plus, parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup qui vont se dire « Ouais, je cotise plus pour le chômage et la retraite. » On peut dire aussi, il investit 902 dans le chômage et la retraite, mais bon, sur les 902, il ne va pas beaucoup investir pour lui. Quand même, je rappelle que sur la retraite, il y a des taux d'appel, c'est-à-dire que dans les 902, il y a déjà de la CSG, donc tout ça, c'est pour le pot commun. Allez, une fois j'ai calculé pour des Allemands les cotisations productives de droit en France, sur tout ce qu'on paye, il ne reste pas grand-chose quand même. Quand tu détailles, il y a beaucoup de trucs, c'est pour le pot commun quand même, les taux de productifs de droit, voilà. Et donc le patron, donc ce que je voulais dire, donc si on ne lui prend plus son carburant, voyez, on tombe à 677. Et donc c'est ça que je vous disais, ça ne te paye quand même pas beaucoup de plein d'essence, quoi. Il ne faut pas trop souvent que
Hein, enfin, vous voyez, c'est ça que je me suis fait comme remarque, quoi. C'est qu'entre mon employeur continue à me prendre mon essence, je perds 902 € et mon employeur ne me prend plus mon carburant perso, je paye 677, vous voyez que du point de vue du salarié, lui, son intérêt, c'est plutôt que l'employeur continue à prendre en charge son carburant. Hein. Par contre, du point de vue de l'employeur, vous me rajouterez là à la baisse, c'est-à-dire que là, si on continue, l'employeur se paye 1 700 €. Donc vous voyez quand même que ça va être sympa hein, pour les entreprises qui ont 30 commerciaux. Quoi, hein. On ne parle quand même pas de petits sous. Hein. Et là, par contre, dans votre analyse de dire, il ne faut pas que juste que vous regardiez que c'est 1 700 à 1 300, hein, si je simplifie, hein, parce qu'en plus, il ne payera plus le carburant perso. Hein, donc l'intérêt de l'employeur, hein, avec ma petite solution, ben, vous lui dites de prendre le carburant perso, hein, il sera encore plus important que de passer de 1 700 à 1 300. Hein, c'est ça que je vous ai dit. Voilà, donc ça, à vos calculatrices. Hein, mais, voilà. Et après, donc, pareil, c'est toujours ma Tesla, hein, mais donc, moi, je n'ai pas en tête les chiffres, hein, moi, je base sur les... Mais donc, là, la location de la Tesla, ça coûtait que 8 400, tout compris. Hein. Et là, par exemple, c'était ma blague hein, de l'année dernière. C'est vrai que ma blague de l'année dernière, je n'avais pas fait attention. Donc là, je vous ai fait les calculs, hein, comme si c'était une voiture thermique. Hein, donc mais je pense qu'entre une voiture thermique et puis une voiture électrique, je ne sais pas si c'est très différent le prix de la location. Hein, moi, j'ai tout fait là-dessus. Mais donc, avec 8 400 hein, de coût annuel, donc ça, ceux qui gèrent des flottes de véhicules, vous pourrez regarder. Et puis moi, si par exemple, vous voulez dire à Monsieur Chanel, c'est n'importe quoi l'exemple de Madame Cordelier, tu n'as aucune location de voiture thermique à 8 400, allez-y. Hein, je rechange mon modèle, je mets 12 000 ou je mets 4 500, vous me direz. Hein, moi, je n'ai pas la compta pour savoir ça. Hein, mais donc, je vous ai fait la simule avec ce montant-là. Et donc, après, toujours dans les supports qu'on a, c'est ma dernière diapo là, sur cette histoire des avantages en nature. Donc moi, je vous ai rajouté 100% électrique. Et quand on s'est payé le truc le jeudi 27 février, je disais, ah ouais, et puis il n'y en a que pour les voitures électriques. Tu avais l'impression qu'ils avaient amélioré le calcul des avantages en nature des véhicules électriques. Et ça, c'est trompeur. Et donc c'est trompeur parce que j'ai fait le chiffrage, dont tu ne t'en rends pas compte, puisque tout ce qui est sorti, ils te mettent un abattement revalorisé. Hein, donc là, ça a l'air d'être beau. Hein, au lieu d'avoir 50%, tu passes à 70%. Et le plafond, il est porté... Alors là, il y en a certains qui n'ont peut-être pas vu passer les 2030. Les 2030, ils remplacent les 1800 qui avaient lieu jusqu'au 31 décembre. Et donc, en janvier, vous voyez, vous avez vu un véhicule électrique en janvier, là, tu avais le droit de faire un abattement de 2000,30. Quand même, le virgule 30, tu te dis quand même... Non, ils ont mis 2,30. Mais, c'est ça que je vous dis, en fait, comme on doit calculer... Oh là 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 là, attendez, là, c'est une horreur absolue. Hein, on doit calculer. Tic. Il n'y en avait pas d'autres d'horreur pareil. Hein, là, excusez-moi, là, j'ai eu peur. On doit calculer avec les nouveaux pourcentages. Hein, c'est-à-dire que... Et là, forcément, c'est ça que je voulais vous dire, sur un véhicule électrique, on ne prend pas l'électricité neutralisée, donc on prend les taux sans prise en charge du carburant perso. Mais comme on doit utiliser les nouveaux pourcentages, donc qui sont plus de 9 mais de 15, et au lieu de 30, c'est 50, et bien en fait, ils ont revalorisé tout pour qu'on reste au même niveau qu'avant, hein, sur le calcul des avantages en nature. Donc en fait, ça, c'est de l'enfumage. Hein, ne retenez pas que les véhicules électriques, ils sont mieux lotis à compter du 1er février. C'est juste qu'ils ont tenu compte du fait que dans nos règles de calcul, on ne devra plus calculer avec 9, mais avec 15, et puis avec 30, mais avec 50. Et donc, ça te maintient le calcul des avantages en nature des véhicules électriques au niveau antérieur. D'accord? Pardon? Ah bah oui, c'est quand même, oui, c'est sûr. Ah, l'avantage en nature véhicule électrique est plus faible pour le même montant de voiture que, comment dire, un véhicule thermique ou hybride, oui. Oui, c'est clair, c'est clair. Mais ils ne sont pas mieux lotis après le 1er février. Alors que partout dans la presse, on a vu un abattement revalorisé, donc tu pouvais penser que ça allait être encore plus mieux, mais non. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire, ouais. Pour la base de calcul d'avantage en nature, tu prends la valeur TTC du véhicule. Ouais. Ouais, c'est ça. Oui. Si tu as la carte grise, pas de mise en route, pas de carburant, ça, tu ne tiens pas compte de tout ça. Pas pour la valeur de la voiture. Après ça, c'est quand tu fais les frais. Là, les frais, il faut prendre tous les frais. Ouais, la valeur, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça.
Et puis alors, si vous voulez pitailler, souvent sur la valeur de la voiture, il y a un plein d'essence, vous pouvez me retirer le plein d'essence. Mais souvent, les papiers là, des organismes, ils sont bien faits. Tu vois la valeur de la voiture à prendre. Quand il y a du leasing, non. La vraie valeur de la voiture. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui? Eh bien ça n'a pas été réécrit. Donc ça, il y a un doute. Mais normalement, donc la phrase avant sur le plafonnement, c'est que le salarié ne pouvait pas être tributaire du mode de financement du véhicule par son employeur. Bon, moi, à mon avis, ça va rester. Hein, et donc, on pouvait retenir le plus petit montant des deux. Oui. Oui. Ben c'est ça, ouais, là, ça te reviendrait plus cher. Hein, c'est pareil, dès qu'on faisait les frais réels, quand ils nous changeaient les pneus, là, hein, ben là, ça t'augmentait. Dès que tu étais sur les frais réels, tu pouvais avoir des variations. Ou il bagne sa voiture, le commercial, et puis on ne fait pas passer l'assurance, tu as 3 000 € de frais. Hein, tout ça, dès que tu es sur les frais réels, hein, ça peut revenir plus cher, quoi. Hein. Et ah oui, pareil, donc là, nous, on a beaucoup nos comptables qui nous mettent à jour les avantages en nature parce qu'ils arrêtent la compta maintenant. Pour l'URSSAF, les avantages en nature véhicule, ils doivent être juste au 31 décembre. Hein, donc là, tous les comptables me disent « Oui, mais c'est pas possible, Annabelle, puisque nous, on arrête la compta. » Bon, après, tu n'as pas besoin de faire le truc au pouillème non plus. Hein, donc ça, c'est aussi les gens qui veulent faire aux frais réels. Tu peux décaler aussi de ne pas avoir décembre. Vous voyez, si vous faites vos calculs d'avantages en nature de décembre à novembre, hein, d'une année sur l'autre, décembre ressemblera toujours à décembre. Surtout que décembre, la plupart des entreprises ferment entre Noël et Nouvel An. Ce n'est pas là qu'ils ont le plus de frais. Mais en théorie, les avantages en nature, ils doivent être juste au 31 décembre de chaque année. Donc là, quand ils s'amusent à nous faire régulariser les avantages en nature 2025, tu tombes sur un contrôle URSSAF dans les petites sociétés qui font un contrôle par année. Hein, vous savez, on appelle ça les contrôles de bureau. Ils ne contrôlent qu'une année. Ils peuvent te dire, ben non, mais moi, 2024, ce n'était pas bon. Je vois bien que vous avez régularisé en 2025, mais moi, je contrôle 2024. Donc, je vous rajoute la régule de 2024 en 2024. Hein, et je vous fais la rectification sur 2024. On garde toujours la possibilité de changer d'avis jusqu'au mois de décembre. Oui, c'est ça, voilà. Hein, c'est-à-dire qu'on peut très bien considérer que de janvier à novembre, c'est des acomptes sur avantages en nature, et puis on fait la régule sur décembre. Et alors ça, je dis toujours, faites pas la régule sur décembre si la prime elle tombe en novembre. Hein, parce que je rappelle que pour le salarié, hein, souvent moi, mes collaboratrices oublient, enfin, ne font pas attention à ça, et ils régularisent un mois normal. Quand vous me faites des grosses régules, pensez que le salarié, il redonne 24%. Hein, et bon, alors sur décembre, d'avoir moins de salaire net parce qu'en novembre, tu as eu ta prime annuelle, vous voyez, c'est un peu dommage. Donc aussi, quand on régularise, hein, de penser à l'impact que ça a pour les salariés. Hein, quitte à lisser la régule sur plusieurs mois, si effectivement, vous aviez vraiment un montant erroné, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Après, j'ai les IJ maladies, parce que je vois que l'heure avance quand même. Hein, il nous reste une demi-heure. Et on est diapo 19 sur 35. Bon, les dernières diapos, c'est rien. Hein. C'est pour vous donner la date. Merci pour votre attention. Donc, on va dire que ça va le faire. Alors, les IJSS maladies, donc vous voyez là un décret. Un décret. Hein, donc, décret, 20 février. Bon, là, par contre, plutôt gentil, puisque ça va être d'application pour 1er avril. Alors, 1er avril, donc déjà, ça concerne que les arrêts non professionnels, maladies non professionnelles, et donc pour les arrêts prescrits à compter du 1er avril 2025. Donc là où il va falloir qu'on fasse attention, c'est que vous savez que les médecins ne nous cochent pas toujours prolongation. Alors, on arrête de critiquer les médecins. Déjà, je dis toujours, le médecin, il juge en fonction de son métier, c'est-à-dire la maladie. Hein. Donc si tu viens parce que tu t'es cassé la jambe et puis que tu reviens parce que tu as une gastro, il a le droit de ne pas cocher prolongation. Vous voyez, puisque lui, il juge en tant que médecin. Hein, donc ça déjà, il faut arrêter de critiquer les médecins. Il est con, il n'a pas coché la case. Hein. Parfois, il y a d'autres explications. Mais là, par contre, il va falloir qu'on soit vigilant pour les gens. Parce que, par exemple, tu ne vois pas ton médecin traitant habituel parce qu'il n'est pas là, tu vois un remplaçant. Alors, remplaçant, il oublie de cocher prolongation, hein, et donc là, on aurait éventuellement le risque d'avoir les IJ rabotés. Mais en fait, en parlant, ben ça j'ai dû en parler hier, pas forcément, puisque de toute façon, notre attestation de salaire, ça sera les 3 mois qui précèdent le dernier jour travaillé. Donc si la personne n'a jamais repris, vous voyez, pour la CPM, ça sera tout de suite, ça sera encore l'ancienne attestation de salaire. Donc vous voyez que pour les gens qui n'ont pas repris,
hein, à mon avis, on n'aura pas ce souci-là de baisse des IJ de Sécu. Enfin, en tout cas, il faut être vigilant en avril. Et donc la rémunération brute sera prise en compte, ça vous avez dû le lire partout, dans la limite de 1,4 fois le SMIC au lieu de 1,8 fois le SMIC. Donc là, pareil, il y a peut-être des gens qui vont découvrir que c'est 1,8 fois le SMIC, parce que ça, alors qu'on cotise sur un plafond plein, sur cette partie maladie, c'est Sarkozy qui avait passé à 1,8 fois le SMIC. Mais vous voyez, 1,8 fois le SMIC, ça faisait quand même un salaire déjà significatif à 3 243 €. Donc ça n'avait pas fait trop de vagues. Que là, on va tomber à 2 522. Mais donc, je ne veux pas que vous fassiez le raccourci trop rapide de dire « Ah, ben, il n'y a que les gens payés au-dessus de 2 522 qui vont être concernés. » Parce que vous connaissez bien le phénomène de « je tombe malade » juste un mois ou 2 mois ou 3 mois après avoir reçu une prime annuelle, c'était à l'avantage des salariés. Hein, par exemple, on prend quelqu'un qui était, je ne sais pas, payé 1 700 €. En novembre, il avait eu son 13e mois, 1 700 €. Quand on prenait le mois de novembre, là, on pouvait prendre presque à plein dans l'ancien barème. On faisait 1 700 x 2, 3 004, qui était limité à 3 243. Donc même ces gens-là, même ceux qui étaient en dessous de 3 243 ou là, en dessous de 2522, ils vont peut-être être concernés par la baisse des IJ de Sécu, quoi. Et alors après, comme moi, mon cerveau, il retient quand même beaucoup de chiffres. C'est vrai qu'on était habitué un peu à 53 € en max. Donc là, vous voyez, on n'aura plus que 41 €. Et là, rebelote, je trouve que tu vois bien l'impact que ça va avoir, puisque grosso modo, tu perds 10 € par jour, donc sur 30 jours, puisque là, il résonne en calendaire, hop, 300 €. D'accord ? Donc là, je vais quand même, j'espère qu'on aura le temps de tout voir, mais de toute façon, moi, je préfère voir les trucs que je trouve importants. Là, je vous ai fait une petite diapo de qu'est-ce qu'il va y avoir comme conséquence. Donc, forcément, on va avoir une augmentation du coût du maintien employeur à chaque fois que le maintien employeur, il est obligatoire. Donc là, je vous ai rappelé que dans la loi, le maintien employeur, il est obligatoire après 1 an d'ancienneté. Et je rappelle 7 jours de carence, parce que souvent, vous lisez trop vite les textes, y compris dans les conventions, il y a souvent de la carence. Et donc ça, il faut faire attention à la carence. Toujours, notre logiciel préféré gère la carence. Mais vous, parfois, c'est écrit effectivement plus petit, en haut du tableau, de savoir si tu as de la carence ou pas. Les 7 jours de carence, c'est quand même assez souvent repris dans la convention collective. Donc forcément, le maintien employeur, notamment tant que la prévoyance ne s'est pas déclenchée, ils auront un reste à charge plus important. Et puis on peut se douter que les organismes de prévoyance ne vont peut-être pas tout de suite agir en 2025, mais quand ils vont regarder les rapports sinistres à prime, alors là, cette fois-ci, de nouveau, dans les grandes, ça sera pas pour les plus petites entreprises, mais dans les grandes entreprises, ils vont regarder votre rapport sinistre à prime, voir si effectivement vous avez beaucoup eu d'arrêts, et qu'ils ont eu une surcharge, eux, puisque eux, vous savez que les prévoyances, par exemple, ils te garantissent 80% du brut sous déduction des IJ de Sécu, toujours le même contrat, 80% du brut sous déduction de moins d'IJ de Sécu. Donc forcément, les caisses de prévoyance auront plus à payer. On sait bien qu'ils ne vont pas rester les bras croisés. Ça nous étonnerait qu'il n'y ait pas d'augmentation de tarifs. Et après, donc, pour les salariés, ça va concerner tous ceux qui ont moins d'un an d'ancienneté, puisqu'il n'y a pas de maintien prévu pour les salariés de moins d'un an d'ancienneté. Dans quelques conventions collectives, on a, je ne sais plus, j'ai travaillé avec une convention collective où il y avait, c'est vrai, naturellement beaucoup de turnover. C'était à partir de 6 mois d'ancienneté. Il y avait déjà un maintien conventionnel, mais la plupart des conventions collectives, je pense que si vous en imaginez, c'est quand même beaucoup à partir d'un an d'ancienneté. Donc c'est les premiers qui vont être concernés. Voilà. Je vous ai rappelé donc cette histoire de durée légale ou conventionnelle, ou alors aussi quand le maintien légal ou conventionnel prend fin. Parce que dans l'histoire, la France est tellement généreuse. Non, quand tu te confrontes à des vrais cas, la France, elle est tellement généreuse pour ceux qui ont beaucoup d'ancienneté, ceux qui sont dans des conventions collectives sympathiques. Quand tu es non-cadre dans une convention collective pas sympathique, le régime légal, c'est entre 1 an et 6 ans d'ancienneté. Après 7 jours de carence, si on reparle des 7 jours de carence, on a 3 jours où tu n'es pas du tout payé. C'est ça que ça veut dire. 4 jours où tu reçois que les IJ de Sécu. Et c'est seulement au 8e jour que tu reçois 90% de ton brut sous déduction des IJ de Sécu. Pendant combien de temps? 30 jours. Et puis après, de nouveau, un petit lot
maintien de ton salaire à 2/3 pendant 30 jours. Et après, plus rien. Et donc là, j'invite tous les gens là, à regarder. Est-ce que ta convention collective n'a pas prévu un contrat prévoyance non cadre? Ça faisait partie des projets en 2019 d'imposer une prévoyance non cadre. Avec le Covid, ça a été abandonné. On a encore plein de branches où on n'a pas de prévoyance non cadre. Mais, comme on ne vous appelle pas pour vous faire part des nouveautés dans toutes les conventions collectives, là, il va falloir regarder. Parce que moi, j'ai des dossiers, on leur a déjà dit qu'il faut mettre en place une prévoyance, tout le monde s'en fout. Là, comme ça va jouer quand même de manière plus significative pour les IJ de Sécu, il ne faudrait pas qu'on ait une prévoyance prévue par la convention collective qui prévoit le risque incapacité et qui n'a pas été mis en place par l'entreprise. Donc ça, il va falloir être attentif là-dessus. Et alors, je voulais juste vous reparler du droit local sans vous faire de diapo. Sur une des années, on avait parlé du droit local. C'est en 2021 que j'ai dû travailler avec un client. Moi, chez Sécal, je travaillais pour les professions libérales. Les professions libérales, un dentiste, un médecin, ce n'est pas des clients, c'est des patients. Donc déjà, moi, du temps de chez Sécal, pour les associations, pour le monde agricole, on n'appliquait pas les 6 semaines des commis commerciaux, parce que je savais bien que ce n'étaient pas des commerciaux, c'était des patients, et donc ils étaient en relation avec des clients, ils étaient en relation avec des patients. Donc déjà, moi, je n'appliquais pas les 6 semaines partout, tout le temps. Les 6 semaines de maintien droit local, à chaque arrêt, c'est quand même ce que nous dit la Cour d'appel, ça ne concerne que les commis commerciaux. Et la notion de commis commercial, il faut la voir de manière stricte, et encore plus quand on a ça. Après, vous pouvez toujours être plus favorable que ce que prévoit la loi. Ça, moi, ça ne me pose pas de problème. Vous voulez faire 6 semaines à tout le monde, 8 semaines à tout le monde, c'est votre argent, ça vous regarde. Mais nous, quand on est conseil de l'entreprise, il faut accepter de dire j'étais à une conférence, visiblement, on appliquait un peu trop les commis commerciaux, vu que là, on ne va plus qu'avoir 1,4 de SMIC pour les IJ de Sécu, je suis désolé, j'ose vous dire, est-ce que vous voulez continuer comme ça? Parce que donc moi, j'ai travaillé le sujet en 2021, parce que justement, c'est pour ça que je vous parlais de mes professions libérales. Chez un client, j'avais des usagers. Et donc des usagers, ce n'est pas des clients. Donc du coup, on a fait appliquer les règles du Code civil. Les règles du Code civil, dans une grosse boîte, 250 salariés, les règles du Code civil, c'est la fameuse durée plus ou moins sans importance. Tous ceux qui me connaissent bien savent que je suis amie avec Mathilde Latrace de Barthélemy Avocat, qui était justement conseil aussi dans ce dossier-là. Et donc, on a travaillé parce qu'on a voulu faire péter le maintien. Ils étaient emmerdés avec des arrêts toujours très courts. Et donc, on a travaillé là-dessus. Mathilde Latrace, je donne toujours mes sources, m'a fait réaliser, et donc là, il y en a certains qui vont le réaliser, pas ceux qui me suivent, comme madame depuis 2018, parce que je vous en ai parlé. Moi, c'est depuis 2021 que je le sais. Toutes les réunions, j'en parle. Donc, tous ceux qui m'ont déjà vu dans des réunions. Et je rabâche, parce que comme ça rentre. Parce que j'ai aussi les réticents qui ne veulent pas y croire, etc. Mais là, moi, j'applique depuis 2021. On n'a pas été inondé de prud'hommes, donc on sait bien ce qu'on raconte. C'est que donc tu vas définir ta durée plus ou moins sans importance. Et ce que Mathilde m'a dit, c'est que quand tu dépasses la durée plus ou moins sans importance que tu as convenue, il y a 0 maintien. Donc ça, c'est quand même extrêmement violent. Donc, je vous fais le cas pratique. Bien sûr, il n'y a rien d'écrit, puisque le droit local, vous savez, tu appelles l'Institut du droit local, il dit le truc de la prud'homme, le truc de la cour d'appel, puis ça sera jugé, puisque la durée plus ou moins sans importance, tu dois la voir selon le poste occupé, selon la durée de l'absence, selon l'ancienneté, selon quand tombe l'arrêt. C'est ça qu'on dit. Vous avez des textes vachement précis, et je vous le fais. L'absence. C'est sûr que quand tu es dans un cabinet d'expertise comptable, tu es absent entre janvier et mai, on va plutôt te donner des claques. Tu es absent en août, bon, en août, tu étais absent, vous voyez, ça nous gêne moins. Nous, la question ne se pose pas forcément pour le truc de la clientèle. Tout le monde n'est pas en relation avec la clientèle dans les cabinets d'expertise comptable. Mais c'est ça la notion d'absence. Je ne sais pas où vous êtes dans les vendanges, le gars il est absent en février, moins important qu'en septembre, quoi. Notion-là de la période de l'absence. Mais bon, nous, après, il faut qu'on fasse des règles. Et donc, moi, ce que j'ai déjà pratiqué, je le faisais, par exemple, dans l'hôtel, café, restaurant luxueux que j'avais chez Sécal, on distinguait les gens qui étaient en contact avec les clientèles, à qui on appliquait les 42 jours, et les gens qui n'étaient pas en contact dans la clientèle, les hôtels luxueux, plein de gens qui ne sont pas en contact avec les clientèles, à qui on faisait la durée plus ou moins sans importance. Et je n'ai jamais voulu descendre en dessous de 3 jours. C'est-à-dire que moins d'1 an d'ancienneté, je maintiens 3 jours, ce qui n'arrange pas mes clients parce qu'ils
carence de la CPM, mais je ne descends pas en dessous de 3 jours. Et après, on fait une sorte de grille, où on dit, mais ça, c'est les postulats qu'on a fait avec nos clients, moins d'1 an d'ancienneté, durée plus ou moins sans importance pour un non-cadre, 3 jours, pour un cadre, 5 jours, une semaine. Et donc, vraiment, ce qui est fondamental, donc je pratique chez ce client-là, c'est que quand la personne elle est absente 4 jours, c'est 0 maintien. C'est quand même d'une violence. Il est absent plus que ta durée plus ou moins sans importance et il n'a plus le droit au maintien. Et donc, on fait une gradation comme ça. Donc, moi, j'ai repris la même règle que la période légale. Donc, entre 1 et 6 ans, je rajoute toujours un peu de jours pour être au maximum, quand ils ont beaucoup d'ancienneté et puis que c'est des cadres, au max, je suis aux fameuses 6 semaines des commis commerciaux. D'accord ? Et donc, pourquoi je vous parle de ça ? C'est qu'il va falloir quand même réaborder la question, parce que moi, depuis que je le travaille chez FIBA, on n'applique pas commis commercial et validé par l'Institut du droit local à une coiffeuse. Parce que pour moi, une coiffeuse, elle est en contact avec des clients. Mais non, la fonction technique de la coiffeuse, elle est primordiale par rapport à la fonction commerciale. Et c'est vrai. Tu as une coiffeuse qui est très bonne techniquement et qui n'est pas sympathique, tu peux aller chez ta coiffeuse. L'inverse ne sera pas vrai. Une coiffeuse très très sympathique, voilà. Une fois, on avait appelé la pro-BTP pour un technico-commercial, vous voyez, le technico-commercial. Et là, mordicus, la dame de la pro-BTP, ah ben non, il ne faut pas les 6 semaines à un technico-commercial, vous voyez. Forfait jour. Forfait jour, alors eux, ils ne sont pas commis, parce que commis de cuisine, on sait tout ce que c'est, Il épluche les pommes de terre et les oignons toute la journée. Et donc, vous voyez, la notion de commis commercial, c'est aussi le truc un peu basique, quoi. Donc, forfait jour, non, pas commis. Donc, vous voyez que là, je vous en reparle, parce qu'à 1,4 fois le SMIC, il va peut-être falloir arrêter de me faire 6 semaines à chaque carré pour tout le monde et de se limiter vraiment qu'aux commis commerciaux. Donc ça, je me doute que ce n'est pas la bonne nouvelle du jour que je vous dise ça, mais pour moi, j'affronte. Et alors que vous sachiez, je le dis parfois à des clients, et la conclusion du client, c'est de dire « Non, non, mais nous, on maintient 6 semaines. De toute façon, moi, je ne suis pas tellement embêté par les arrêts. » Ça peut être aussi la conclusion du client. Mais moi, je trouve que c'est mieux d'en parler plutôt que de le garder comme ça sous couvert en se disant « Mince, vous ne savez pas. » De toute façon, les règles sont tellement complexes que oui, on a le droit de ne pas savoir. Oui ? Ah ben non, non, parce que la règle, c'est pour les commis commerciaux, et commis commerciaux, il faut être en contact avec la clientèle. Donc là, typiquement, et là, pareil, j'avais eu l'inspecteur qui était intervenu dans mon truc de spa de luxe, là, et le fait qu'on l'applique... non, non, j'ai même eu dans une chocolaterie industrielle, ça quand même, le truc, mais c'est les règles qui veulent ça, deux dames face à face, l'assistante commerciale, la comptable. L'assistante commerciale, 6 semaines, la comptable, durée plus ou moins sans importance. Je la vois, scotché. Voilà. Et alors, par exemple, là, je suis intervenue dans une association où on appliquait avant 6 semaines. Quand j'en ai parlé en interne, on a arrêté d'appliquer 6 semaines. Et là, par exemple, on a transigé. Et ça, vraiment, je trouve ça bien pour faire des règles simples. Je vous donne un peu les trucs qu'on a fait. On a fait 3 semaines pour tout le monde, quelle que soit l'ancienneté. Et ça, je trouvais que c'était pas mal. Donc, on a fait une cote mal taguée. Pourquoi on a fait 3 semaines? C'est parce que les gens, en été, prennent 3 semaines de congé et on survit. Donc, on peut se dire que 3 semaines, c'est une durée plus ou moins sans importance. Donc, vous êtes libre de définir. Ma chocolaterie industrielle, chez Secal, on faisait 12 jours pour tout le monde. 12 jours pour tous ceux qui n'étaient pas commis commerciaux, 6 semaines pour les commis commerciaux. Donc, voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de faire péter les 6 semaines chez tout le monde, mais quand nous, on est conseil d'entreprise, vu ce que ça va coûter, il faut quand même y réfléchir. Dénonciation d'usage, oui, c'est clair, ouais. Et puis quand on a des CSE, il faut présenter tout ça, c'est pas forcément... Donc après, il faut voir si dans l'entreprise, vous avez un problème d'absentéisme ou pas, si vous n'avez pas de problème d'absentéisme. Voilà. Oui, c'est ça. C'est pour ça que ça joue surtout pour les moins d'1 an d'ancienneté, parce qu'au-delà d'1 an d'ancienneté, mais c'est bien la remarque de M. Chanel, au-delà d'1 an d'ancienneté, les conventions prennent le relais, mais les conventions, il faut lire toutes les petites phrases. C'est souvent sur par année civile ou 12 mois glissants. Et donc, à un moment, ça s'arrête. Nous, le droit local, c'est à chaque arrêt. Donc, le droit local, à chaque fois, il gagne. Si vous faites 6 semaines à 100% à chaque arrêt, c'est toujours meilleur que les conventions collectives. Que la plupart des conventions collectives, c'est sur 12 mois. Là, par exemple, quand vous citez le maintien légal, c'est 30 jours à 90%, 30 jours à 2 tiers, sur 12 mois.
Hein. Donc s'il est de nouveau malade, il n'aura pas le droit de nouveau à 30 jours. Hein. Hein. Alors, il faut quand même que j'accélère, parce que j'ai vu l'heure. C'est bien, j'ai l'heure pour ce truc-là. Voilà. Alors là, donc, loi de financement de la sécurité sociale. Donc ça fait partie des questions qui n'ont pas été réglées. Peut-être on est mardi aujourd'hui. Donc peut-être que jeudi, on est mardi aujourd'hui. Hein, mais donc peut-être que jeudi, on aura la réponse. Hein, ça tombe pas bien, puisque notre logiciel préféré fait des mises à jour le mardi. Hein, donc s'ils ont la réponse jeudi. Hein, donc ça, par exemple, moi je préviens toujours mes collaboratrices, peut-être que mardi prochain, on n'arrivera pas à se connecter. Hein, donc de penser à envoyer vos payes qui sont prêtes le lundi soir. Appuyez sur le bouton envoyer lundi. Hein, parce que le mardi, souvent, hein, quand il y a des mises à jour majeures, étonnamment, quand vous arrivez à 7h30 au bureau, vous n'arrivez pas à vous connecter. Mais ceux qui arrivent à 9h y arrivent. Hein, c'est ça qui est dégueulasse. Hein, mais voilà, hein, le temps que la mise à jour se finisse. Alors, donc ça, c'était dans les tuyaux. Ça, on ne peut pas dire qu'on a été surpris. Hein, c'est qu'ils rabotent les plafonds d'éligibilité des réductions de taux. Hein, vous savez que quand on dépassait à 1 euro près le seuil de 2,5 fois le SMIC, pouf, tu te payais un surplus de cotisation maladie à hauteur de 6% de ton salaire depuis janvier. Hein. Donc là, c'est rabioté à 2,25. Et puis au lieu d'être à 3,5 fois le SMIC, on passe à 3,3. Et alors, ceux qui me connaissent vont se dire, tiens, c'est bizarre, elle n'a pas mis le montant du SMIC. Eh bien, c'est justement la donnée qu'on n'a pas. Hein. Parce qu'en fait, ça, il y a déjà un député qui avait repéré qu'avec l'augmentation du SMIC, on donnait de plus en plus d'allègements. Et donc déjà dans les textes, on avait dit que ça serait le SMIC 31 décembre 2023. Et le SMIC 31 décembre 2023, ce n'est pas le SMIC du 1er janvier 2024, puisque vous êtes en France. Hein, donc ce n'est pas le même. Et ça, c'est justement ce point-là qu'on ne sait pas. On ne sait pas s'ils n'ont pas précisé le SMIC, parce qu'ils l'ont déjà précisé dans les lois de finances précédentes, et que, bien sûr, c'est le SMIC 31 décembre 2023. Hein, ça fait partie des flous, là. Hein, c'est ça que je vous dis. Et donc, moi, à mon avis, le logiciel n'est pas à jour. Et puis, l'autre petite blague, hein, donc ça, c'est sorti là dans la loi de finances tout récemment, hein, c'est la prise en compte de la PPV dans le calcul de la réduction générale des cotisations patronales, que eux, crânent, ils appellent ça RGCP. Mais moi, je ne crois pas que nous, on appelle ça RGCP. Hein, nous, on appelle ça toujours les Fillons, mais comme ils ne veulent plus appeler ça les Fillons. Et donc là, ça va concerner ceux de vos clients qui ont versé une PPV en janvier ou en février, hein, où ça ne rentrait pas dans les calculs des allègements de charges. Et là, on attend aussi une mise à jour, hein, puisque ceux qui ont versé une PPV janvier-février, Schling, va rendre des Fillons, quoi. Hein, c'est ça que ça veut dire. Cette petite phrase, c'est ça que ça veut dire. Donc voilà. Et dans les tuyaux, on dirait il y a la fusion, hein, donc de ces 3 allègements parce qu'ils trouvaient ça trop compliqué. Et là, on revoit le coup de rabot, hein, parce qu'ils iront que jusqu'à 3 SMIC. Hein, alors que là, on allait jusqu'à 3,3 fois le SMIC. Hein, donc on sait qu'il y aura une augmentation à venir. Hein, donc ça à surveiller. Et puis quand je dis notre logiciel préféré, hein, ceux qui ne sont pas sur le logiciel, c'est pour ça qu'il y avait un gars, c'était un gars de chez Lidl, ils paramètrent eux-mêmes leur logiciel. Hein, ils voulaient savoir s'il y avait des précisions là-dessus, donc ça fait partie des points à suivre. Hein. Voilà, après, donc l'autre, donc là, c'est la moyenne mauvaise nouvelle, c'est pas plus grave que ça, mais avec 2 dates différentes. Pour les contrats conclus avec des apprentis à compter du 24 février 2025, bon, l'aide baisse un peu dans les entreprises de moins de 250 salariés, ça reste quand même très intéressant. Hein, au lieu d'avoir 6 000 comme on avait avant, on aura 5 000. L'aide est maintenue à 6 000 si l'apprenti est reconnu handicapé. Ça, c'est dans les entreprises de moins de 250 salariés. Là, pareil, j'ai simplifié selon le niveau du diplôme. Le nom de l'aide n'est pas la même, mais c'est les mêmes montants. Hein, donc là, moi, je vous ai fait un truc plus simple. Hein, il y en a une, elle s'appelle l'aide exceptionnelle et l'autre l'aide, je ne sais pas quoi. C'est en dessous du bac ou bac plus 2. Comme c'est les mêmes montants, moi, je vous ai appelé ça l'aide à l'embauche. Et par contre, dans les entreprises de plus de 250 salariés, vous savez que c'est ceux qui ne sont pas aimés. Là, l'aide, elle ne sera que de 2 000 €, hein, au lieu de 6 000. Et encore, s'ils ont leur quota d'alternants qui est atteint, hein, parce que dans ces entreprises-là, il faut qu'ils aient un pourcentage d'alternants. Et selon l'activité, hein, qu'on exerce, c'est très difficile d'avoir le quota d'alternants. Hein, donc, il y a des entreprises qui abandonnent même de jouer. Ben, c'était le cas. Moi, dans les stations-service, vous voyez, de faire ton alternance dans les stations-service, je n'avais pas du tout le quota d'alternants. J'avais vaguement, de temps en temps, un BTS Action Co, qui était le fils d'un chef de station-service. Mais vous voyez, on n'avait pas beaucoup d'alternants dans les stations-service. Voilà. Et après, la très mauvaise nouvelle,
là que je trouve quand même que c'est là qu'on voit vraiment que les caisses sont vides, quoi. Hein. Donc ça, c'est les contrats conclus au 1er mars 2025, donc heureusement, ça ne concerne pas nos apprentis actuels. Alors là, par contre, je vous ai mis le chiffrage, parce que moi je ne connais pas les pourcentages de SMIC là, en fonction des âges. Donc au départ, j'avais commencé à vous mettre en rouge tous ceux qui allaient être pénalisés. Puis bon, quand j'ai vu tous ceux que je devais mettre en rouge, je me suis dit, bah, mets en vert ceux qui ne sont pas pénalisés, quoi. Et donc, alors moi, comme j'aime bien toujours les lire, grosso modo, on va dire, quand je caresse là, on caresse au bon endroit? Ah non! Et personne ne m'a dit que quand je caresse, vous ne voyez pas en fait. Hein? Vous êtes timide en fait, vous auriez pu me le dire. Parce que alors je vous le dis, c'est que de faire ça, parce que j'ai un petit truc rouge, mais même il ne marche pas. Ah si là, vous voyez, j'aurais pu faire ça, mais vous voyez, ça me fait vriller le dos, tourner le dos à la caméra, donc c'est pour ça que je voulais le faire. Mais il fallait me dire que ça ne caresse rien. Hein, c'est ça, vous n'avez pas vu. Bon, enfin, donc 50%. Et donc, je vous lis quand même le truc. Donc, les seuls qui ne sont pas pénalisés, si vous voulez dire à vos copains, hein, c'est donc ceux qui ont moins de 20 ans et qui sont en première année de contrat d'apprentissage et ceux qui ont moins de 18 ans et qui sont en deuxième année d'apprentissage. Pourquoi? Parce qu'ils gagnent déjà moins que ce montant-là. Les autres, alors moi, je vous ai fait le cas, par exemple, de gens qui sont 21 à 25 ans en deuxième année de contrat d'apprentissage. Ils ont 1 099 €. Ce qui est quand même déjà pas le rêve absolu. Et donc là, quand même, le gouvernement, ils se sont dit, tiens, chez qui on pourra aller chercher du pognon? C'est quand même ça. Hein? Qui c'est, les énarques, là? Vous avez une petite idée? Ah, oh oui! Les jeunes de 21 à 25 ans. Hein? Donc, on sait qu'ils vont au resto du cœur. Hein, de plus en plus. Donc là, quand même, les gens, ils se sont dit, tiens, lui, il gagne 1 099 €, donc moins 900. Hein, donc, vous êtes d'accord que ça fait à peu près 200 €. Hein, fois à peu près 24%, là j'exagère, on aura peut-être moins, mais on va venir leur piquer 50 €. Ben ça, vous voyez, là je trouve ça dégueulasse. Moi, dès que le projet de loi de finances est sorti, j'ai tout de suite demandé à mon collègue, est-ce qu'on passe à la caisse d'un point de vue d'impôt sur le revenu? Donc vous savez que sur l'impôt sur le revenu, c'est les célibataires. Donc là, on peut avoir des célibataires qui gagnent plus que 250 000 € qui vont un peu passer à la caisse sur le marginal, hein, et c'est des couples qui gagnent plus de 500 000. Alors ça, des couples qui gagnent plus de 500 000, parce que généralement, ceux qui gagnent plus de 250 000 sont souvent accompagnés par des gens qui ne travaillent pas beaucoup. Donc c'est pour ça que des couples qui gagnent plus de 500 000, vous voyez, moi j'ai les noms. Hein, en Alsace, hein, j'ai quelques noms, hein, et souvent c'est un qui gagne beaucoup et la dame non. Hein, la dame elle fait des activités récréatives, elle est là pour accueillir son mari le soir, vous voyez. Hein, mais bon, là vraiment, vous voyez, je trouve d'aller chercher 50 € à des gens qui gagnent si peu. Hein, bon, donc voilà. Mais donc malheureusement c'est passé. Heureusement c'est pour les nouveaux contrats, donc ils ne verront pas le avant-après. Mais quand même, mais là, il faut vraiment que vous ayez conscience que les caisses sont vides, quoi. Hein, quand même. Hein. Voilà. Et après, donc dans le transport, alors là c'est pareil, je vous ai remis, ça c'était la seule bonne nouvelle, hein, le fait que, comment dire, les entreprises qui veulent donner plus que la prise en charge de 50%, vous savez qu'il est obligatoire des abonnements de transport en commun, hein, on peut maintenir 75%, donc ça on ne l'a pas en janvier, hein, c'est sorti en février, donc ça peut être régularisé, et puis si vous n'avez pas régularisé, vous avez continué à donner 75% en janvier, et puis que vous n'avez pas exonéré les 25%, ça ne va quand même pas chiffrer loin. Et par contre, alors là, aussi coup de rabot, hein, donc moi je ne vous ai pas fait 15 000 lignes, hein, mais il y a la prime de transport, le forfait mobilité durable, grosso modo à chaque fois ça baisse de 100 €, mais vraiment le point d'attention que je veux que vous ayez, c'est cette partie remboursement de frais de carburant, parce que ça avait eu beaucoup de succès, c'est que vous donniez, hein, si je vous dis 33,33 € par mois, ça a eu du succès dans l'entreprise. Hein, 400 divisé par 12, hop, je te donne 33,33 €, hein, notamment ceux qui... Donc, il ne faut pas me faire les transports en commun, ça soit l'un, soit l'autre, ça avait eu du succès. Et donc, j'ai calculé jeudi dernier, là, ou hier, 300 divisé par 12, ça vous fait 25 €. Donc déjà, ça, il va falloir y penser. Puis alors, donc, vous allez avoir donné 33,33 € en janvier ou février, donc il faudra voir comment vous régulariser le petit chou de trop payer, puisque c'est sur l'année qu'il faudra 400 €. Mais là, rebelote, comme c'est pour le remboursement des frais de carburant, assurez-vous quand même que votre salarié a une voiture. Parce que tous ceux à qui je dis ça, ils disent « Ah, il faut qu'on s'assure qu'il ait une voiture. » Bah, en cas de contrôle, je pense que ça vaut mieux. Mais par contre, le mec peut venir à vélo tous les jours. Vous voyez, bon, 33,33, ça ne va pas me choquer, mais il faut qu'il y ait une carte grise à son nom. Et ça, détrompez-vous, hein, notamment dans la nouvelle génération, je le vois au niveau de mes collaboratrices, mais j'ai de plus en plus de gens qui n'ont pas de voiture.
Hein, donc, ne me donnez pas 33, 33 ou 25 à tous les salariés. Hein, donc, déjà, ceux qui ont les transports en commun, il ne faut pas leur redonner. Hein, mais s'ils n'ont pas de voiture, quoi. Hein, en cas de contrôle URSSAF, on vous demandera quand même s'ils ont une carte grise. Hein, parce que c'est pour le remboursement des frais de carburant. D'accord? Et donc, avant-dernière diapo, les chiffres clés. Alors, les chiffres clés, c'est parce que chaque année, vous savez que j'avais fait mon mémoire d'expertise comptable sur la retraite. Et donc, je suis toujours attentive quand même que vous ayez des infos pour valider un trimestre de retraite. Hein, donc, c'est 150 le SMIC. Et c'est toujours le SMIC au 1er janvier. Donc, vous voyez que là, ça vous fait 1 782 €. Hein, donc, il faut cotiser au moins sur 1 782 € pour valider un trimestre. 7 128 pour valider 4 trimestres. Donc, c'est en augmentation de 1,97 par rapport aux chiffres que je vous avais donnés l'an dernier. Et donc, ça veut dire que, notamment nous, pour ceux qui se font des toutes petites REM, là, les mandataires sociaux, en disant « j'ai pas besoin d'argent », 500 €, c'est con. Hein, parce que 500 € x 3, 1500, hein, il ne va pas valider 4 trimestres de retraite à la fin de l'année, hein, s'il ne se verse pas de prime. Hein, donc, c'est pour ça que je rappelle toujours ça, hein, c'est qu'il faut ce minimum-là pour valider Je vais finir just in time. Hein. On est d'accord, vous avez eu le droit à des questions avant. Hein, parce que quand vous allez voir des questions, vous allez dire « Ah, on n'a plus de temps, j'ai pris les questions. Voilà. » Et après, donc, c'est ça. Ah non, et on a l'arrêt de Cour de cassation. Et l'arrêt de Cour de cassation, je peux vous le faire. Le plafond de la sécurité sociale, donc ça, c'est toujours à retenir. Donc là, c'est rigolo, ça fait un compte rond sur 12 mois. Hein, donc on a 4700. Et ça, je le donne toujours. C'est que grosso modo, tant que vous versez des indemnités de rupture en dessous de 94 000, grosso modo, il n'y aura pas de charge sociale, tout ça. Enfin, vous pouvez être tranquille, mais vous gardez dans un coin de votre tête que s'ils vous ont fait un compte rond à 100 000, hein, ou si, par exemple, vous faites tout votre calcul d'indemnité conventionnelle de licenciement pour quelqu'un qui a beaucoup d'ancienneté, on arrive à 100 000, il y aura des charges sociales. Hein, sur la partie qui dépasse le plafond, ça, on ne peut pas y couper. C'est pour ça que je vous retenir 94 000. Et vous pouvez donner 15 000 noms aux indemnités de rupture. On fait masse de toutes les indemnités de rupture. Dès que vous dépassez 94 200, il y aura un peu de charge sociale. Et par contre, pour les impôts, c'est quand même plus large. 6 plafonds, on rencontre quand même moins souvent. Ça, généralement, quand on vous dit on va verser 350 000, généralement, vous faites appel à un ami. Hein, en tout cas, je vous recommande de faire appel à un ami. Et donc, point divers, c'est juste ma décision là, de la Cour de cassation. Hein, donc, c'est une décision... 5 minutes, just in time. Décision du 30 janvier 2025. Et donc, la Cour de cassation, dans sa chambre civile... Alors ça, c'est pareil, moi, grâce au club social que j'avais appris au national, que quand c'est la chambre civile qui se réunit, c'est que c'est un employeur contre l'URSSAF. Hein, vous êtes d'accord que les autres arrêts qu'on a de la Cour de cassation, c'est SOC, hein, social. Quand c'est un litige d'un salarié avec son employeur, c'est la chambre sociale qui se réunit. Quand c'est un litige entre l'URSSAF et un employeur, c'est la chambre civile. Et donc, là, en fait, vous allez voir, moi, donc, je vous ai mis l'arrêt, hein, que vous ferez comme moi, vous pourrez aller chercher sur Google, vous aurez des commentaires d'avocats. Et en fait, donc moi, je vous ai remis tous les trucs qu'il faut vraiment faire attention avant de dire « Ah, super, maintenant les transactions sont exonérées de cotisation ». Effectivement, dans sa décision, elle a dit que l'indemnité transactionnelle peut être exonérée de cotisation, même au-delà des 2 plafonds, hein, des 94 000 que je viens de vous dire, si elle comporte une part de dommages et intérêts destinée à compenser un préjudice subi. Donc là, tout là, on était bon. Mais moi, par exemple, sur le support que j'animais jeudi dernier, vous avez complètement oublié, et c'est fondamental, hein, au cours de l'exécution de son contrat de travail. Vous voyez ? Et donc, là, alors là, je l'ai lu hier, c'est vrai que j'ai gardé la tournure juridique de l'avocat, exclusivement pour mettre fin à un litige distinct de celui attaché à la rupture du contrat de travail, c'est-à-dire que les transactions, hein, où on dirait, parce que nous souvent on fait des transactions, on écrit que le monsieur il a été humilié au moment de son départ, il n'a pas pu dire au revoir à ses collègues et tout ça. Ben celle-là, ça n'irait pas. Parce que vous voyez que là, on dit que c'est des dommages et intérêts pour humiliation au moment de la rupture. Donc c'est ça que moi, vous voyez, la semaine dernière, on ne m'avait pas mis assez en avant. Des transactions sur l'exécution du contrat et de grâce, hein, pas des rappels d'heures sup, hein, pas des commissions qu'il aurait pu avoir, hein, qu'il n'a pas eu, puisque ça, c'est soumis à cotisation. Donc là, vous pouvez avoir le meilleur avocat du monde, hein, ça sera toujours soumis, mais des choses sur l'exécution du contrat, quoi. Que s'il avait eu la chance de voir plus souvent son chef,
hein. Il aurait pu mieux travailler, enfin, hein, libre, hein, à l'imagination de nos avocats préférés. Hein, mais vraiment, moi, la semaine dernière, le truc, c'était « Oh, super, les transactions sont exonérées ». Quand je vous ai préparé le support et que j'ai vu, oui, hein, pour des choses qui se sont passées au moment de l'exécution du contrat, ça réduit un peu la portée de l'arrêt. D'accord ? Et là, pareil, hein, moi, le nombre de fois qu'on me fait des transactions significatives avec une page recto-verso rédigée par l'assistante de ressources humaines, dont je ne suis pas bien sûre qu'elle fait du droit pour faire ressources humaines, bon, ça, vous prenez vos risques, quoi. Hein. Mais en cas de contrôle URSSAF, hein, on verra l'appréciation du contrôleur de votre truc recto-verso. Normalement, une transaction, c'est quand même 4-5 pages, ça me semble pas trop mal, quand même, hein, pour un peu étayer ce qui a pu se passer. Et donc, 15h58, hop! Ah non, si, c'est bon, temps d'échange. Hein, long temps d'échange, 2 minutes de temps d'échange. Puis comme on avait laissé 5 minutes, hein, monsieur Château, on avait laissé 5 minutes, voilà. Mais après, comme dit, je reste, parce que je vais avoir soif, moi, donc voilà. Ah, oui? Oui? Oui, pour les nouveaux contrats seulement. Oui. Ah ben ça, ouais, ça on verra. Oui, parce que la question, pareil, toujours du gars de Lidl, c'est qu'il voulait savoir pour la base de la CSG si on allait appliquer les abattements et tout ça. Ça, il n'y a rien d'écrit. Moi, à mon avis, ça suivra le régime commun. Mais ça, pour l'instant, ce n'était pas précisé. Donc là, s'il y a des heures sup, ça augmentera peut-être, mais ouais, ça, on ne sait pas. Ça fera partie des précisions qu'on aura. Ouais. Ouais. Ah oui, si, j'avais encore noté, ça c'est important, c'est pour les entreprises. Hein, donc l'arnaque sur l'OETH existe toujours. Hein, ça c'est pareil, j'avais dit. Donc je rappelle que la contribution handicapée se paye toujours à l'URSSAF. Il y a un seul cas que j'ai qui ne vous concerne pas, c'est industrie pharmaceutique, hein, enfin, sauf s'il y a quelqu'un de chez Lilly, nous on n'a pas Lilly, hein, mais il n'y a que ce cas-là où les industries pharmaceutiques ils payent à quelqu'un d'autre, mais sinon, donc vous ne répondez pas aux appels, les bandits sont toujours là. Et donc là, par exemple, la semaine dernière, il y a une dame qui a failli se faire avoir. Donc déjà, le principe des arnaques, c'est que c'est toujours urgent. Hein, donc déjà, la personne vous appelle, ah non, 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 mais c'est urgent, il faut que vous le traitiez, vous raccrochez tout de suite. Vous voyez, ça déjà, c'est le premier truc. Dès qu'on vous dit que c'est urgent, alors raccrochez peut-être pas. Hein, mais je veux dire, si. Hein, voilà. Mais ça déjà, l'urgence, ça sent l'arnaque. Et donc ça, ceux qui veulent se noter, il y a un site qui s'appelle verifoeth.org, qui est un vrai site gouvernemental qui permet de vérifier que l'entreprise qui t'a appelé, c'est vraiment une arnaque. Hein, si vous voulez prendre le temps d'appeler pour vérifier qu'effectivement celui qui vous en parle pendant 15 minutes, c'est un bandit, parce qu'il avait l'air vraiment d'être sympathique. Hein, parce qu'il y a des bandits qui font bien le job. Et après, il y a un autre service qui s'appelle service-du6oeth.fr. Et là, c'est pas mal parce qu'elle disait que ça permet aussi d'avoir des conseils. Donc, eux, ils ne vendent rien. Hein, service-oeth.fr, ils ne vendent rien, mais ils peuvent vous donner des conseils. Et alors, donc, je rappelle, ça se paye à l'URSSAF. C'est des malins, mais ils ont des infos que tu te demandes comment ils ont les infos. Hein, mais vraiment, hein, mais nous, quand on a des nouveaux clients, on tape sur Papers. Hein, donc, eux, ils doivent faire pareil. Hein, pour savoir, moi je viens chez de nouveaux clients, je connais déjà son activité, vous voyez, hein, donc on tape sur Papers. Donc ils peuvent aussi avoir des infos hein, qui sont sur les sites officiels et que ça vous donne l'impression hein, que c'est pour du vrai. Hein, mais ça, je voulais absolument vous le raconter parce que des arnaques, il y en a toujours. Hein, j'étais dans notre bureau de Val-de-Bonheur et on avait une cliente coiffeuse qui allait se faire avoir par un bandit. Et alors que la cliente fait tout par téléphone, ben, le bandit, il savait le prénom de notre collaboratrice. Il disait qu'il appelait de la part de FIBA. La collaboratrice, la coiffeuse, elle avait son numéro de téléphone perso, donc elle l'a rappelé le samedi, parce qu'elle avait réussi à faire annuler le virement un vendredi, la banque avait accepté, parce qu'elle avait déjà dit oui pour le virement. Hein. Et donc elle avait réussi à faire arrêter le virement. Le bandit a rappelé le samedi, en disant « puisque je vous dis que c'est FIBA », et donc là, la cliente coiffeuse a rappelé notre collaboratrice un samedi, elle a dit « mais nous, là, personne ne travaille un samedi ». Hein, voilà, tout étonné. Donc, les bandits, hein, c'est vraiment terrible. Hein, ils ont un aplomb terrible. Donc ça, je vous en reparle, pour pas que vous pensiez que ça existe que sur TF1. Hein, ça existe en Alsace, vous voyez, Val-de-Bonheur, Pfaffenhofen. Et au TH, là, c'était que des entreprises alsaciennes. Hein, et là, quand on disait l'urgence, c'est qu'elle allait partir en vacances.
Et donc, il fallait qu'elle paye 8 942 à un... Ils vous mettent les lettres dans le désordre. Hein. OETH, vous savez que nous, ça veut dire obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Ben, un des organismes, il s'appelle organisation, au lieu de obligation. Voilà. AGFIP, ils vous mettent les lettres dans le désordre. Hein, les cités concentrées, voilà. Donc ça, gare aux arnaques. Hein, parce que là, je vous ai parlé de l'AGFIP, mais ils font des arnaques pour tout. Quand l'URSSAF, bon, vous payez dans la DSN, donc vous n'allez pas payer ailleurs. Voilà.